Bonjour à tous et bienvenue au podcast Sur la bande. Avec Zachary Léveillé, Sébastien Gadouri. Sur la bande. Bonjour Zach. Salut Sébastien, ça va bien? Ça va super bien toi? Yes, merci. Aujourd'hui, pour les personnes qui nous écoutent, podcast spécial parce que c'est pas en live. On va agir comme c'est en live, mais il n'y aura juste pas de questions du public cette fois-ci. Mais on essaie d'accommoder notre invité quand c'est possible. Pour lui, c'était pas trop possible demain, ce qui est lundi à 19h. Donc, on le fait le dimanche, préenregistré. C'est ça. Mais on va, comme j'ai dit, on va agir comme si c'était en live. Donc, Poutin Performance, 1150 rue de l'Escale, notre premier partenaire de Sur la bande pour tout achat et installation de pièces d'auto. Ça, c'est pour ce qui est de Val d'Or. Je sais qu'il y en a un à Amos, comme je dis, je ne sais pas s'il y en a ailleurs, mais c'est le garage où aller avec notre photo officielle. Ensuite de ça, on a le deuxième partenaire qui est QuickFeet. QuickFeet.com sur la bande 10, c'est un code rabais de 10%. QuickFeet, c'est la demi-semelle qu'on rajoute en dessous de notre vraie semelle de patin, ce qui te donne plus d'agilité et de vitesse. On l'a donné à quelques joueurs de la LHMQ, comme Evan Despatie. Moi, je l'ai donné à Louis-Philippe Fontaine, des Huskies. Alexandre Guy, Xavier Villeneuve. Ouais, c'est ça. Puis toi, tu l'as aussi. T'es pas dans la GMQ, là, mais. Je suis loin de là. Je suis même pas dans l'équipe de notre invité. Fait que on va starter l'épisode numéro 33 avec la mise au jeu. Bonjour Sean. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va bien. Merci de m'accommoder aujourd'hui. J'écoutais votre d'entrée de jeu, là. Merci de m'accommoder aujourd'hui. Je vous l'ai dit tantôt en coulisses, là. Je sais pas c'est quoi le faux terme, là, mais ça fait plaisir. Merci effectivement que d'avoir accepté. lundi soir, là, en ce moment, j'étais pas. En ce moment, je garde, faut pas dire je garde, mais je m'occupe de ma petite fille. C'est bien correct. Fait que, on va répondre pareil aux questions dans le live s'il y en a. Je vais répondre si jamais il y a des questions que je sais pas quoi trop répondre. Je vais te texter pour être sûr d'avoir les bonnes réponses si jamais nos auditeurs ont des questions pour toi. Fait que, on peut te faire une petite présentation de toi et de qui tu es pour ceux qui te connaissent pas. Je sais pas à quel point vous voulez que j'aille dans le détail, mais présentement, je suis entraîneur-chef des Forestiers d'Amos depuis les 3 dernières années. Avant d'être entraîneur-chef, j'ai fait 2 années comme entraîneur adjoint. Okay. Puis les 5 années précédentes, j'étais avec les Harfans du Triolet. Okay. C'est parfait. Fait qu'on va commencer avec le segment autour du filet. Le ref, il dort-tu? Autour du filet. Lui, c'est plus en live, il sait plus quoi faire. Là. Il est plus, d'après moi, il dort au gaz. OK. Pas grave, on va se reprendre. Comme tu viens de le dire, tu as commencé ta carrière d'entraîneur comme assistant avec le Harfan Triolet Bantam 3A. Comment ça avait été pour toi coacher dans cette petite ligue-là? J'ai été quand même 5 ans avec les Harfans, puis moi, j'étais arrivé à Sherbrooke, dans le fond, j'avais été jouer au hockey là-bas pour les Cougars du Collège Champlain, qui était à l'époque dans le junior, qui était junior 3A. J'ai joué 17 ans. J'étais arrivé à Noël, là, j'ai joué 17, 18, 19, 20. Puis dans ce parcours-là, j'ai connu des bons coachs, là. J'ai été coaché par Jude Vallée. Ensuite, ça a été Dominique Desmarais, puis Pascal Réaume avec qui j'ai fini ma carrière junior. Puis avec Dominique Desmarais, j'ai eu quand même une bonne, un bon clic avec lui comme coach. Puis lui, il était aussi avec les Harfans du Triolet depuis déjà un bon moment. Puis après son séjour avec les Cougars, il était retourné avec les Harfans au niveau midget espoir puis au niveau bantam. Puis quand j'ai fini de jouer,
Mais moi, je savais déjà d'emblée que je voulais aller, que je voulais coacher. Puis je faisais mon bac en éducation physique en même temps à l'Université de Sherbrooke. Mhm. Puis là, c'est là que je l'ai appelé lui pour savoir s'il était intéressé. Puis ça a cliqué de suite. Puis je suis rentré là. Donc, j'ai fait 2 ans comme entraîneur adjoint. Mhm. Ensuite, j'ai été 1 an entraîneur-chef ma première année en chef, c'était au Pee-Wee 3 relève. L'année Ok. suivante, j'ai été entraîneur-chef au niveau juvénile D1. Je suis retourné au Pee-Wee 3 l'année suivante, puis ensuite, je suis revenu à Amos comme entraîneur adjoint. Mhm. Mais ça a été très, très, très formateur Mhm. parce que, tu sais, là-bas, le programme, c'est un programme, ils ont quand même ils ont quand même certaines ressources là, là-bas. Tu sais, je sais pas si vous êtes déjà allé, là, mais il y a l'école, c'est ça, c'est comme un campus, là. Puis le Ok. complexe sportif Thibaut GM, ça, c'est l'aréna qui est sur le campus de l'école secondaire du Triolet. Puis les joueurs, quand ils sortent de l'aréna, ils arrivent directement dans l'école, là, ils marchent dehors ils n'ont pas besoin de mettre leur manteau, là. Ils sont déjà arrivés l'autre bord. Puis, tu sais, ça fait qu'il y a, il y a une effervescence. Les joueurs de l'Estrie veulent tous aller jouer là, que ce soit au plus haut niveau ou que ce soit dans les autres niveaux. Mhm. Donc, on était plusieurs entraîneurs à temps plein. Puis les entraîneurs à temps plein qu'il y avait dans le temps que moi j'étais là, c'était Dominique Desmarais. Puis Dominique Desmarais, tu sais, pour moi, j'ai pas peur de le dire, là, probablement un des meilleurs coachs au Québec, là, toutes catégories confondues, en tout Ok. cas, de ceux que je connais. Mhm. Puis lui, c'était notre entraîneur cadre, là. Lui, c'était lui qui était le boss qui était le boss du programme. Il y avait Jean-Christophe Poulain, qui a été entraîneur adjoint avec le Phoenix de Sherbrooke. Samuel Collard, qui vient de gagner la Coupe Jimmy Ferrari, qu'on peut en profiter pour féliciter en même temps. Mais lui, il était là. Alexandre Perron, qui vient de Rouen d'ailleurs, qui a été Mhm. qui présentement il est entraîneur-chef avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Ok. Mathieu Boutin, qui est rendu à Mount Academy pas au Nouveau-Brunswick, là, mais dans l'Est, là, dans les provinces maritimes. Ok. Donc, je veux pas en oublier Mike Ouais. McClure, qui est rendu entraîneur adjoint avec les Tigres, qui a coaché longtemps. Donc, on avait un coaching staff, je dirais, quand même assez chevronné, là. Quand on Mhm. regarde un peu où tous ces coachs-là sont rendus, on avait un entraîneur des gardiens à temps plein, Bruno Bédard, qui est encore là-bas. Donc, ça, moi, j'ai été extrêmement choyé de coacher de partager un bureau avec ces gars-là. Puis je dirais que, je dirais que ces 5 années-là, peut-être plus particulièrement les 2 dernières, Mhm. ont fait que, ont fait que j'ai vraiment beaucoup appris, tant au niveau du hockey qu'au niveau des différentes structures de Hockey Québec, de comment c'est possible de faire du hockey élite puis de faire un développement parallèle. Tu sais, on avait le hockey scolaire, nous autres, mais il était encore là, mais tu sais, on était comme un peu avant-gardiste là-dedans. On avait la structure 3A qui était, puis oui, M13 3 relève, M13 3A, Mhm. M15 3 relève, là, les termes ils ont changé, là, mais vous pardonnerez, mais c'était ça, jusqu'à Ok. Midget Espoir. Puis de l'autre côté, tu sais, il y avait le volet RSEQ qui était Benjamin D1, Cadet D1, Cadet D2, Benjamin D3. Puis là, les joueurs pouvaient passer de un à l'autre. Donc, tu sais, s'il y avait des joueurs Mhm. qu'on échappait ou des joueurs si on pouvait prendre des moins bonnes décisions, mais ces joueurs-là, ils partaient pas là, dans un autre programme, ils restaient avec nous. Donc, s'ils ne jouaient pas Pee-Wee 3, ils jouaient Benjamin D1. Puis là, l'année suivante, s'ils s'étaient plus développés qu'un autre joueur pour faire revenir dans la structure, puis tu sais, on s'en allait comme ça. Puis si on regarde les années des cantonniers de Magog, dans les dernières années, je pense qu'ils ont quand même ils ont quand même eu des pas pires joueurs. Tu sais, oui, il y a un Mhm. bassin, mais je pense que le programme des Harfans des Harfans, puis tous les autres programmes en Estrie aussi, là, les cascades élites. Mais tu sais, moi, je vais parler des Harfans parce que c'est là que j'étais. Mhm. Je pense ils ont un gros, gros, gros mot à dire comment les joueurs arrivent préparés au M18-3. Donc, tu sais, moi, personnellement, j'ai été chanceux de côtoyer des coachs de grande qualité, des coachs qui sont formés, puis des joueurs aussi. Dans le temps, il y avait Justin Robida qui était là, il y avait William Villeneuve, il y avait, son nom m'échappe, là, mais Lessard qui a joué avec les Foreurs, puis qui était champion Marshall, là. Marshall. Marshall Lessard. Donc, il y en avait,
y a Alexandre Doucet qui était là aussi, qui a joué Midget Espoir, il a pas joué Midget 3 à 15 ans, lui, il a joué Midget Espoir. Il a fait plusieurs buts avant de faire le saut au cantonnier de Magog. Donc non, je pense que ça a été très formateur pour moi. Puis encore aujourd'hui, quand je réfléchis à ça, il y a des choses que je fais aujourd'hui que j'ai appris à cette époque-là. En 18-19, tu étais assistant Bantam 2A, 3A, puis 3 relèves, puis en plus d'être entraîneur du Phoenix Junior M13 2A, comment tu faisais ça, là? Si les trois en même temps que tu étais au même poste? Elite Prospect, il y a plusieurs erreurs. Là. Ok. 2018-2019, j'étais entraîneur-chef puis oui 3A. OK. Puis la façon que le programme. En fait, le programme des Harfans, c'est le programme d'hockey Sherbrooke. Là. S'ils entendent, il faut vraiment faire la différence. Là. C'est hockey Sherbrooke qui chapeaute le programme des Harfans. Là. Les Harfans sont affiliés avec l'école du Triolet. OK. Puis eux, ils payent des coachs à temps plein, mais pour pouvoir avoir des entraîneurs à temps plein à ce niveau-là, on peut pas faire juste, on peut pas coacher juste une équipe. Ça prend un certain volume de joueurs. Donc, dans la journée, il y a plusieurs équipes. Là, je sais pas présentement sont combien d'équipes, là, mais dans le temps, il y avait 18 ou 20 équipes là, si on compte les équipes féminines. Donc, chaque coach était tenu de coacher une équipe qu'on va appeler de premier niveau, là, disons LHEQ, puis une équipe RSEQ ou avoir un groupe de hockey développement qui était des joueurs qui pratiquent dans le jour dans un volet sport-études, mais qui n'a pas de match les fins de semaine. Donc, on faisait plusieurs autres, on faisait ça, c'était à journée longue. Là. C'est pour ça qu'on avait plusieurs équipes. Puis on se relayait aussi. Oh, ça a bugué un peu, je pense. Ouais. As-tu perdu le contact? Je suis là. OK, c'est revenu, c'est bon. Donc, mais oui, non, c'était des grosses heures de travail. Mais ça faisait partie de notre horaire, puis c'est ça qu'on acceptait, puis ça faisait partie du développement des coachs aussi. À un moment donné, quand on voulait tout progresser, on voulait tout monter dans le hockey, puis à quelque part, quand on veut progresser, il faut mettre du temps, il faut mettre des efforts. Puis quand on veut avoir on était très motivés à avoir un programme qui se démarquait des autres, pas juste en Estrie, mais je dirais au Québec, au grand complet. Puis on était prêt, avec les entraîneurs qui étaient là, on était prêt à mettre beaucoup d'efforts, puis beaucoup de motivation pour que tout ça fonctionne, puis pour permettre aux jeunes de se développer le mieux possible. Avec toutes ces ligues-là, ces groupes-là différents, il a fallu qu'il y ait de la structure à quelque part, là, parce que si vous êtes tous le même groupe de coachs pour toutes ces équipes-là, il y en a une qui part à l'autre bout du Québec, une qui reste à la maison, une qui s'en va dans le sud. Comment ça se passe? On est tous attitrés, on avait toute une équipe attitrée, là, puis on suivait notre groupe. Là, si il y avait des joueurs qui pratiquaient le matin, des équipes qui pratiquaient l'après-midi. L'horaire faisait que on pouvait être entraîneur-chef à telle plage horaire, entraîneur adjoint à telle plage horaire, puis entraîneur-chef à telle autre plage horaire, puis on avait une période libre dans la journée, disons libre pour faire notre planification vidéo, etc., etc. Donc, mais non, ça fonctionnait quand même bien, mais oui, c'était énormément de temps, puis énormément d'engagement. Là, particulièrement au mois de mai, là, je pense à eux autres en ce moment qui vont s'en aller dans leur camp d'entraînement, là, les pré-camps de sélection qui sont d'habitude, c'est au mois de mai, mais eux, ils vont faire les 20 équipes, là, ils vont faire les 20 équipes au mois de mai, là, quand la coupe, quand les provinciaux scolaires puis les provinciaux LHEQ vont être terminés, ils vont faire leurs équipes. Donc là, ça, c'est toutes les soirs, parce que dans le jour, les joueurs continuent de pratiquer. Ouais. L'école continue, là, même si c'est les précamps, fait qu'il faut les joueurs, il faut les encadrer. Pareil pour nous ici avec les forestiers. L'école continue, là, on se voit tous les jours quand même. Donc là-bas, c'est pareil, ils se voient tous les jours. Donc, les coachs travaillent de 8 à 4 en plage horaire scolaire. Puis le soir, là, de 4 à 10 heures le soir, c'est les pré-camps pendant un mois de temps. Donc, c'était beaucoup de temps, puis il fallait être motivé. Comme tu disais aussi, tu es arrivé à Amos en 2019-2020. Comment t'avais-tu aimé l'expérience d'arriver à Amos comme ça? Puis surtout, 2019-2020, ça doit être pas mal l'année COVID qui a stoppé ben net. Là.
Oh, je pense qu'on l'a perdu. Je suis là. Ouais, c'est bon. Je sais pas si j'ai de la misère avec mon réseau. Le matin, je parlais à mon père au téléphone, puis je me demandais si c'était moi ou si c'était lui qui buguait. Je pense que je suis en train de me rendre compte que c'était moi. Je sais pas ce qui se passe à Amos. Hein? Je sais pas ce qui se passe à Amos. Non, pourtant, il n'y a pas de tempête. Là. J'ai la fenêtre juste là, puis il fait super beau. Oh. Mais non, quand on est arrivé à Amos, moi, j'avais toujours dans mon arrière-pensée, je voulais essayer de progresser dans les nouveaux hockey. Puis moi, moi, je viens de Val-d'Or, mais mes parents sont de Val-d'Or, donc c'était plus naturel pour moi d'essayer de venir coacher avec les Forestiers. Mhm. Puis j'avais appliqué l'année d'avant quand Guillaume était arrivé Guillaume est arrivé lui en 2018-2019, Guillaume Bizarion. OK. Puis moi, j'avais appliqué aussi comme entraîneur-chef. J'avais appliqué en conjoint avec Alexandre Perron, qui était mon collègue dans ce temps-là avec les Harfans, qui vient Mhm. de Rouen. On avait appliqué ensemble. Puis Guillaume avait été arrivé avant nous autres à la ligne d'arrivée. Donc, c'est Guillaume qui a eu le poste. Puis il m'avait offert de revenir comme adjoint, Mhm. que j'avais refusé. C'est Éric Bouchard. Finalement, ça a été super bon. Ça a été super bien parce qu'Éric est super entraîneur aussi, rendu avec les Cataractes de Shawinigan. Mais Éric Mhm. Bouchard est venu avec Guillaume Bizarion coacher les Forestiers cette année-là. Puis l'année suivante, Éric avait eu une opportunité comme entraîneur-chef avec le Collège français de Longueuil. Mhm. Donc, c'est là que Yves Saint-Laurent, qui était président des Forestiers à cette époque-là, jusqu'à tout récemment d'ailleurs, m'avait réécrit pour voir si ça me tentait de venir comme adjoint. Puis là, tu sais, ça m'avait travaillé l'année d'avant, j'avais dit non déjà une fois, puis je savais que pour passer au midget 3, il fallait probablement que je m'éloigne un peu de l'Estrie parce que en Estrie, c'est les cantonniers de Magog. C'était Félix Potvin qui coachait à l'époque. Mhm. Si on se souvient quand Félix Potvin a lâché les cantonniers, c'est Stéphane Robida qui est rendu avec les Canadiens. Ouais. Donc, tu sais, coacher pour les cantonniers de Magog, il faut que tu aies quand même un bon nom. Donc, tu sais, c'est assez long. Puis moi, tu sais, je voulais progresser un petit peu plus rapidement. Puis j'avais la chance d'avoir des parents qui demeuraient à Val-d'Or. Donc, c'était plus simple pour moi. Donc, je suis arrivé en 2019-2020. Mhm. Puis ça a été toute une année cette année-là. Tu sais, tu l'as dit, c'était le COVID, mais on avait quand même une très bonne équipe, là. On avait eu ça, c'est l'année avec Steven Fournier. Steven Fournier avait fait 42 points. Avec Nathan Darvaux qui gaulait. Hmm. On avait Jacob Dellen Flamand qui venait de Manawan, qui avait été un super joueur. Anthony Turcotte aussi qui était là. Puis on avait plusieurs autres, là, je veux pas en oublier. On avait une super belle brigade défensive. On avait une belle équipe. On avait eu un super bon début de saison, là, je dirais jusqu'au mi-janvier, là, avant que ça. On a cassé. Après, là, on a fini avec une douzaine de défaites de suite, là. Mais jusqu'à là, on avait. Tu sais, je dirais on jouait pratiquement pour 500 jusqu'à mi-janvier. Mhm. Puis là, la COVID mais nous autres, on avait été éliminés cette année-là avant la COVID. La COVID est OK. arrivée le 12 mars. Ouais, mais ça me c'est ça. Puis on avait été éliminés en 3 par Laval-Montréal. OK. Puis on se préparait pour aller aux séries de la Coupe Dodge. Puis là, tout a arrêté une semaine plus tard, à peu près. Puis avoir Darvaux dans ton équipe. Tu sais, Darvaux était jeune, mais là, de le voir performer comme ça dans la JMQ, t'es-tu impressionné ou tu t'attendais un peu à ça? Ben, je suis impressionné. Il performait déjà comme ça dans le temps. OK. Je me souviens, on gagnait des matchs. Tu sais, des fois, on pouvait donner 40-45 tirs, puis on gagnait le match 4-2, là. Mhm. Et puis, il gaulait au-dessus de sa tête plus souvent qu'autrement. C'est un joueur, il est tellement compétitif, là. Ça n'a pas de bon sens comment il est compétitif. Mhm. Je me souviens, au camp d'entraînement, l'année suivante, là, il y a eu la COVID, ça l'a arrêté. Puis après, on a essayé d'avoir une saison. Là, fait qu'il y a eu un camp Ouais. d'entraînement. Puis lui, il était venu au camp à 17 ans. Mhm. Puis pendant le camp, on fait toujours d'autres sports, là. Puis maintenant, on avait joué à un jeu de ballon, de kickball, là. OK.
On va jouer un genre de jeu, tu joues au baseball avec un ballon de soccer. Ouais. Puis il y a comme 2 terrains, là. Il y avait un match sur le terrain à côté de l'aréna, puis un match sur le terrain, il y a une école primaire juste en arrière de l'aréna. Puis lui, il jouait, son équipe a perdu, puis il était vraiment pas heureux, là. Puis là, on s'était dit: «Voyons, Nate, c'est juste c'est une game de camp, là, c'était relaxé», mais lui, il était pas content, là, il voulait gagner, là. Ouais. Durant, je sais pas c'est quelle de ces 2 années-là, mais ça doit être 2019-2020 parce que l'autre qui avait pas eu de saison. Mais moi, j'étais encore goaler à Amos, puis il était embarqué avec moi, puis on faisait ça des fois, des petites compétitions sur la glace. Je peux te dire que ça arrivait pas qu'il me laissait des chances. Non, il voulait pas perdre. Des fois, ça pouvait jouer des tours, là, parce que il y avait eu un. Tu sais, ils vont à l'école au secondaire, puis au secondaire, il y a toujours des. Sur l'heure du midi, il y a des activités spéciales. Puis cette année-là, ils jouaient des matchs de basket contre. Je me souviens, j'avais été en voir un match. Ils jouaient des matchs de basket contre l'équipe de basket de l'école. Ouais, Kodiak. Mais Ouais. lui, il voulait gagner. Puis il s'était foulé une cheville en sautant sur le pied d'un autre joueur, là, sous toute réserve. En tout cas, il s'était foulé une cheville, puis il avait manqué, je pense, entre 6 et 8 semaines d'activité parce qu'il Ah s'était non. blessé à l'école. C'était arrivé à un autre joueur l'année passée, là, mais lui, ça y était arrivé, blessure à l'école, puis ça nous avait fait mal. Ça nous avait fait mal, tu sais, c'était quand même un de nos meilleurs joueurs, là. On avait Ouais. un autre bon goaler, mais tu sais, Nathan, c'est Nate, là, il était capable de gagner des matchs pour nous autres à lui tout seul. Ouais, puis c'est encore le cas. Premier match de la deuxième ronde, il se fait shotter dessus plus que 50 fois, puis il perd quand même pas. Il est en train... ben, je veux pas dire qu'il est en train de lessiver les Huskies parce ils l'ont percé plusieurs fois, mais il gagne quand même les 2 matchs à date. Fait que c'est ça. Nathan est super puissant. Est-ce Ouais. que Non, t'aimes mais son surnom, le shérif? ouais, non, mais je sais pas ça sort de où, là. C'était pas ça dans le temps, là, mais oui, effectivement, Ben, en fait, c'est je un peu pense que c'est plus des affaires country qui se passent à Victoriaville. Puis là, à un moment donné, il est arrivé avec un chapeau. Je pense que si c'est pas ça, je sais pas. Ouais, me semble que c'est ça, ça, ouais. ça le représente. Mais moi, je trouve que c'est bizarre qu'il y ait le même que Arbor Jackay, mais écoute, peut-être qu'on connaît pas les talents de boxe à Nathan Darvaux. Mais en tout cas, je connais ses talents sur glace, puis cette Mhm. valeur, tu sais, il aurait pu, tu sais, la mentalité un peu hockey, mais Ah, il a pu se je faire pense repêcher, je vais dire, à sa place. il est assez bon pour avoir un camp pro, mais Mhm. malheureusement, tu sais, j'y souhaite le meilleur. Va falloir qu'il passe par un chemin qui est probablement plus long, puis qu'il trouve une façon de se démarquer. Les aigles bleus. Ouais, à Moncton. En 2021, il n'y a pas eu de hockey, mais comment on faisait pour garder en forme les joueurs? Cette année-là, ça a été quand même une pas si pire année, honnêtement. C'était moins pire que ce qu'on dit. Moi, premièrement, j'étais adjoint avec Guillaume Bizarion. Ok. Puis nous autres, on s'est quand même noué d'amitié quand même. Tu sais, on était voisins à Amos. Mhm. Puis on était quasiment toujours ensemble. Mhm. Puis fait qu'on, tu sais, au début de l'année, nous autres, on a joué contre, on a eu la chance de jouer. On était en zone verte, si je me souviens bien, là, il y avait les zones vertes, Ok, ouais. rouges, tout ça. Fait que le fait qu'on était proches un de l'autre faisait qu'on, nous deux ensemble, on parvenait à rester motivés. On écoutait des matchs on écoutait à tous les matins, on arrivait au bureau, Mhm. puis on écoutait un match, peu importe lequel. Parce qu'il y avait du hockey junior, il y avait du hockey de Ligue Mhm. nationale, il y avait du hockey, il y avait des bulles, fait que les matchs étaient quand même diffusés sur Internet. Puis tous les matins, on écoutait un match complet. On Ok. sautait les pauses, là, puis tous les jours. Fait qu'on arrivait plus de bonne heure au bureau, puis on s'est dit, tu sais, nous autres, on veut pas perdre notre temps. Donc, Mhm. on essayait de prendre on essayait d'analyser ce que les équipes de niveau supérieur faisaient. Puis on essayait de copier un petit peu des, des jeux qu'on voyait pendant les matchs. Fait on voyait un certain type de jeu qu'une équipe essayait en zone offensive. On Mhm. arrivait dans nos entraînements, puis on essayait de le reproduire. On faisait la même chose pour toutes les facettes de jeu, particulièrement offensives. Puis nous autres, comme coach, ça nous a aidé à nous dépasser. Puis ça nous a Ok. aussi aidé à amener des choses
différente aux joueurs. Tu sais, pas toujours arriver le matin, une pratique d'habileté individuelle, 50 minutes, on sort, puis tu sais, devenir redondant. Donc, cette façon de faire-là, puis je pense que les joueurs appréciaient ça aussi. Mais tu sais, comme je disais tantôt, là, jusqu'à Noël, on a joué contre les Gaillards Mhm. parce qu'on était en zone verte. Donc, on a fait une série, on faisait des séries contre les Gaillards. On a réussi à jouer 10-12 matchs. On a joué aussi des matchs contre le Filon. Donc, je Mhm. dirais de janvier à décembre, ça a été quand même assez facile. Là, on avait un match aux 2 semaines à peu près. Puis là, quand Mhm. décembre est arrivé, mais là, on a été contraints d'arrêter de jouer jusqu'à la fin de la saison. Là, il y a vraiment peu eu de match. Mais comme Mhm. je disais tantôt, avec notre façon de faire, d'arriver tu sais, le matin au bureau, regarder des matchs, puis de se poser des questions, puis on essayait de reproduire ça sur la glace aussi, puis les joueurs ont embarqué là-dedans, les joueurs aimaient ça, puis les joueurs arrivaient même le matin, puis on leur disait de où qu'on sortait nos idées, puis ils arrivaient, puis eux autres aussi, ils regardaient des matchs à la TV, puis ils disaient hey, coach, on pourrait-tu essayer ça? Hey, on pourrait-tu essayer ça? Puis on les impliquait là-dedans. Puis, somme toute, je dirais que, tu sais, c'est plate de ne pas avoir joué, là. Mhm. Mais, somme toute, je dirais qu'on a eu quand même une belle saison de développement pareil. OK. Depuis 3 ans, head coach, à quel point le rôle est vrai? Est-ce que le rôle est tant différent qu'assistant coach ou pas tant, puis c'est juste un petit peu plus de responsabilité? Je dirais qu'il est quand même différent. Je me suis fait prendre au jeu un peu au départ, là. Je le cacherai pas, là. C'est ma première saison comme entraîneur-chef, ça a pas été un franc succès, là. Tu sais, moi, j'arrivais, puis en plus, il y avait eu l'année de la pandémie, l'année d'avant. Puis je m'entendais super bien avec Guillaume. Puis Guillaume, pour moi, c'était le premier coach tu sais, de niveau supérieur que j'avais connu. Puis Mhm. je trouvais qu'il avait vraiment une bonne façon, là. Il était très calme, tu sais, posé. Puis il avait une belle façon de faire tu sais, la discipline auprès des joueurs. Je trouvais que c'était un peu rafraîchissant de la façon qu'il fonctionnait. Puis j'ai embarqué là-dedans, puis il était vraiment excellent. Sauf qu'on n'a pas la même personnalité. Puis quand on s'est séparés, Guillaume est allé au junior. Puis là, je suis revenu, puis là, j'étais rendu seul. Mhm. Puis j'ai essayé de reproduire un peu qu'est-ce qu'on faisait les deux ensemble les 2 années avant. Mhm. Puis je me suis rendu compte à peu près au mois de novembre que tu sais, je pouvais pas copier Guillaume, là. Fallait que je fasse, tu sais, fallait que je devienne moi-même, puis que, tu sais, que je mette mes pieds à terre, puis que je redevienne moi. Mais tu sais, rendu au mois de novembre, essaye de faire changer les affaires. Ça fait déjà 3-4 mois que l'année a commencé. Donc, on commence début à août. Tu sais, je pense que non, ça n'a pas été cette année-là, dans mon cas, n'a pas été un franc succès. Tu sais, mais j'ai appris beaucoup. Puis l'organisation m'a fait confiance. Puis on a monté un plan de 5 ans avec Mhm. des objectifs, des orientations académiques, des orientations au niveau des performances sportives. Puis on a embarqué là-dedans. Mais pour répondre à ta question, est-ce que le rôle est différent? Je pense qu'il l'est. Mhm. Je pense qu'il l'est parce tu sais, comme adjoint, on est beaucoup plus proche des joueurs. Tu sais, les joueurs viennent plus vers nous. C'était comme ça, c'était comme ça. Tu sais, donc oui, je dirais qu'il est différent. Il y a pas le volet, tu sais, la pression, c'est nous qui se la met, mais il y en a toujours un peu pareil. Oui, c'est juste du N18-3, mais tout le monde veut gagner pareil, puis on essaie de faire le mieux. Donc, ça repose plus sur sans dire que ça repose plus sur tes épaules. Quand ça va pas bien, tu sais, veux pas, comme coach en chef, faut que tu te remettes en question, là. L'entraîneur-chef, je pense, c'est lui qui dicte le moral, puis c'est lui qui dicte tu sais, quand tu arrives à l'aréna, si t'es marabout, ben tout le monde va être marabout. Puis si t'es confiant, tout le monde va être confiant. Puis, fait que je dirais qu'il y a cette pression-là de plus qui vient avec. Tu es allé exactement où est-ce que je voulais m'en aller. J'allais te demander, à une échelle de 1 à 10, la pression d'être entraîneur-chef des Forestiers d'Amos, tu la mettrais à combien?
c'est une question de perception. Quand je suis arrivé ma première année comme entraîneur-chef, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup, beaucoup de pression. Après ma 3e saison, on s'y habitue, on connaît un petit peu l'environnement, puis le stress, plus on contrôle de détails dans l'environnement, moins on ressent cette pression-là. Il y en a toujours un peu parce que veut pas, on veut performer, on veut représenter la région. Sur une échelle d'1 à 10, parce que je vais comparer avec ce que j'ai vécu, là, parce que tu sais, un coach junior va arriver et il va dire pression budget 3, c'est 2 sur 10, puis junior, c'est 10 sur 10. Puis un coach NHL va dire à un coach junior, voyons, il n'y a pas de pression junior, là, c'est 2 sur 10, c'est NHL, c'est 10 sur 10. Fait que, tu sais, moi, je pourrais dire ben, c'est un 6 ou un 7 sur 10 en niveau de pression. Mais si on demande à Max Derussa ou à Steve Hartley, ils vont dire probablement un 2 parce qu'ils sont plus hauts, puis etc. Puis moi, je pourrais parler à un coach Bantam, je vais dire, ben, le coach Bantam, la pression est moins élevée. Donc, c'est une question de perception. Moi, personnellement, au point où je suis rendu, à l'âge que j'ai, avec l'expérience que j'ai, je dirais que c'est un 6 ou un 7. OK. L'an passé en série, vous en avez surpris plus d'un. C'était-tu dur le voyagement et autant de games? On parle de la saison 22-23. Ouais, c'est bien dur. Non, je pense que c'était plus dur, c'est les finances de l'équipe, mais ça, c'est pas moi qui s'en occupe, fait que c'est la beauté de la chose. Mais non, ça a été dur, c'est les finances de l'équipe, pas mal Ok. même. Tu sais, moi, je les vois passer, les factures, puis Ouais. ça reste une équipe, un organisme à but non lucratif, là. Mhm. Puis je veux pas m'avancer dans les chiffres, là, mais on est passé 10 jours sur la route, là. Ah ouais. On est 10 passé jours 10 d'hôtel. jours, c'est 10 jours de chambre d'hôtel, c'est Mhm. 10 jours de voyagement, 10 jours d'autobus, là, un autocar pendant 10 jours c'est quand même une longue location. 10 jours à manger dans un restaurant, matin, midi, soir, à 25 individus, tu sais, c'est un dîner souper, là, ça descend, c'est entre 6 et 800 $ si on veut manger, si on veut bien manger. Mhm. Donc, fais ça fois 3, fois Ouais. 10. Tu sais, c'est ça, l'autocar, plus les hôtels, puis mais pour les joueurs et les coachs, ça a-tu été dur? Ça a été dur physiquement parce qu'on on voulait toujours progresser, on voulait rester là plus longtemps. Notre objectif, c'était de gagner un match, d'en gagner un Mhm. deuxième, on voulait juste étirer notre saison le plus possible. Mais si tu veux étirer ta saison, il y a des tâches à faire pareil. Donc, le pre-scout, regarder les autres équipes, regarder nos matchs aussi. Donc, on a toujours des matchs à regarder 1, 2 fois, les 2, 3 derniers matchs de l'équipe contre qui on va jouer, mais on sait, tu sais, on jouait, mettons, le mardi soir. On jouait mardi soir, puis Mhm. on a su dimanche dans la nuit contre qui on allait jouer mardi soir. Donc, on avait lundi toute la journée pour faire notre pre-scout. Donc, on regarde toujours 2, 3 matchs de l'équipe avant, Mhm. plus notre dernier match. Donc, on avait, tu sais, on se couchait tard, Mhm. mais non, c'était le fun. Puis ça a été le fun aussi parce que ça a permis aux joueurs de nous voir dans un contexte différent de l'aréna d'Amos. Ouais. Puis nous autres aussi, de les voir dans un contexte différent. On est allé au centre d'achat à Saint-Bruno, on est allé aux Galeries de la Capitale. C'est que ça, on côtoie les joueurs dans d'autres situations. Puis ils voient Mhm. que, tu sais, des fois, j'ai un air de bœuf, mais tu sais, ils voient que quand que je suis au centre d'achat, puis je suis capable de jaser et d'avoir du plaisir pareil. Mhm. Puis je pense que c'est ça que j'ai le plus apprécié. Puis même moi, tu sais, j'ai pu voir des facettes différentes de joueurs que quand ils sont sous pression, dans un entraînement, ils réagissent d'une certaine façon. Mais que quand on leur parle en dehors, dans un contexte à côté, ben on voit que c'est tous des bons jeunes, là. C'est toutes des bonnes personnes. Puis c'est le fun d'avoir des discussions hautes. Puis ce parcours-là, je dirais qu'il nous a permis ça, de se rapprocher en dehors du hockey. Puis je dirais que c'est ça qui a fait qu'on avait un si beau groupe l'année passée, c'est qu'on était proches, les joueurs étaient proches. Mhm. Oui, il y a eu des conflits là, au travers de la saison, mais de façon générale, l'esprit d'équipe
s'est consolidé pendant ces 10 jours-là. Ça a été vraiment, vraiment, vraiment agréable. Oui, je peux te dire, j'ai été en un voyage de finissant avec eux autres, puis oui, ils étaient proches, tes joueurs qui ont été là. Mais parlant de cette année-là, j'ai une petite question, parce que oui, évidemment, on a déjà rencontré certains de tes joueurs durant le podcast. Je pense qu'il était co-capitaine à cette année-là, mais un gars, pendant un meeting, qui se cache dans un placard, puis après ça, il sort en disant « Salut les boys » ou je sais pas quoi. Comment qu'un coach rit ou comment qu'il réagit à ça? Ça dépend. Y a-tu nommé le nom? Mais c'était Félix Lunam, c'est lui qui nous l'a dit. Oui, mais y a-tu nommé le nom du joueur? Ben, dans le fond, c'est. Ah, c'est Elliot, je pense. Non, c'est ça. C'est qui nous l'avait dit? C'était pas Mathias. Mathias nous avait dit. Ah, c'est Mathias Félix qui nous Lunam avait avait dit ça. fait Ouais, ouais, c'est ça. Y a-tu nommé le nom du joueur qui est sorti de la chambre de bain? Ben, Mathias. C'est- Félix? Ouais, Félix qui a répété ça. Non, ben c'était Non. un autre, mais je vais pas le nommer parce que s'il avait été nommé, j'aurais pu en parler, mais Ok, il y en a un autre. non, c'est Ok, je sais de quel événement il parle, c'était à Châteauguay. ok. Parce que je faisais le meeting d'avant-match dans la Mhm. chambre. Puis là, je m'étais pas rendu compte qu'il manquait un joueur. Puis, mais avec ce joueur-là, moi, je considère que j'avais une bonne relation avec lui. Je sais pas si lui il considère la même chose, mais j'avais une relation quand même avec lui. Mhm. Puis là, parce qu'il y a il y a comme la réputation qui vient avec aussi. Là, il était aux toilettes. Puis là, le tableau, il est en arrière de la porte. À Châteauguay, il y a la porte de la chambre de bain, puis il y a le tableau qui est en arrière de la porte. Fait que là, tu sais, je suis sur le tableau. Puis en écrivant sur le tableau, la porte, elle ouvre. Fait que là, ben, tu fais le saut pareil, là. Ouais. Puis là, ben, c'est le joueur qui est là en boxeur. Puis là, tu fais là. Qu'est-ce que tu fais là? Fait que là, tous les joueurs partagés, évidemment. Ouais. Fait que, tu sais, c'était drôle. Il n'y a pas grand-chose d'autre à. Il n'y a pas grand-chose d'autre à. Tu sais, c'était comme un peu absurde comme situation. Fait que, ben, là, il traverse la chambre, puis il s'en va s'asseoir à son spot, puis ben là, mets-toi des shorts, là. Ok, ben, ouais, c'est ça. Je l'ai peut-être mal expliqué parce que l'histoire qu'on a eue, c'était pas tant pareil. C'était vraiment Félix Lunam qui sort d'un garde-robe et il dit salut les boys ou je sais pas quoi. Peut-être que c'était même pas un meeting que t'étais là. Peut-être que c'était juste une affaire entre joueurs. Mais bref. Ah, bon, en tout cas, j'en ai compté un autre, mais non, faudrait que je vais y envoyer un message texte, là. Je m'en rappelle pas. Je m'en rappelle pas. Ben non, c'est bien correct. OK. Ah oui, puis aussi, ben, tu sais, ça, c'est pas que c'est fait exprès, mais entraîneur de ben, M18, les joueurs ont maximum 18 ans, ça le dit. On s'entend qu'à 18 ans, on n'est pas tous très, très matures. Là. Comment, tu sais, est-ce que c'est dur un peu, des fois, avoir le sérieux de tout le monde? Puis, tu sais, est-ce qu'ils se mettent à la tâche quand c'est le temps, puis ils ont du fun quand c'est le temps? Je dirais qu'il y a un peu une question de culture. Tu sais, quand les joueurs arrivent, ils savent à quoi on s'attend. C'est quand même les 300 meilleurs joueurs au Québec, là. Donc, tu sais, ces joueurs-là, ils ont des objectifs. Puis, moi, j'en connais pas ben qui veulent pas que ça fonctionne. Mm. Fait que, tu sais, puis il y a une structure aussi en bas, là, au Pee-Wee, au Bantam, puis à l'Espoir, qui je pense que les joueurs sont quand même bien coachés. Puis quand il y en a qui font le saut, là, je dirais que c'est plus ça, tu sais, comme tu dis, c'est des jeunes. Mhm. Puis il y en a qui sont, tu sais, sont pas habitués à la charge de travail. Nous autres, on pratique à tous les jours. Puis on pratique à tous les jours, puis on joue 2 matchs par fin de semaine, à toutes les semaines, pendant. Tu sais, nous autres, on peut pas donner un congé un lundi, là, parce que le lundi, il y a de l'école. Ils sont obligés d'être à l'école toute la journée. Donc, tu sais, il y a des fois, là, il peut y avoir des stretches là, de 3 semaines à un mois complet sans qu'on ait eu aucune journée de congé, qu'on se lève le matin puis qu'on n'a rien à faire dans la journée. Parce que le Ok. fait qu'il y a de l'école puis qu'on les encadre au sport-études, tu sais, je peux donner un matin. Mettons, on joue samedi, dimanche, là, sur la route. On va arriver dimanche dans la nuit. Ou mettons à minuit. Je peux dire lundi matin, pas de pratique. Ça va être le congé. Mais ça sera pas un congé, là. Parce que les joueurs, ils arrivent à
ils sont pas chez leurs parents. Fait qu'ils, tu sais, à 15 ans, tu l'as dit, ils sont jeunes, 15-16 ans, là, ils veulent encore voir leurs parents avec raison. Puis les parents veulent voir leurs enfants avec raison. J'en ai une petite fille, là, puis j'ai pas si hâte que ça qu'elle ait 15 ans, puis il va falloir que je prenne une décision parce que je me vois mal, tu sais, ne pas la voir pendant un mois de temps. Donc, ils sont pas chez eux ils peuvent pas être chez eux pendant un mois. Ils arrivent dans la nuit, là, ils se lèvent, ils s'en vont à l'école, là, le lendemain. Ils boivent pas un jus d'orange avec une crêpe le matin, puis ils relaxent sur le divan, là. Donc, je dirais que c'est un. Parce qu'on n'a pas de fin de semaine de congé, on n'en a pas. Il n'y en a juste pas. Entre septembre et décembre, je pense qu'il y a une fin de semaine, c'est l'Action de grâce, le reste, on joue sans arrêt. Fait que je dirais que ça peut avoir un effet. Ça peut avoir un effet quand les joueurs ils s'y attendent pas, puis qu'ils prennent pas au sérieux tu sais, leur repos, leur entraînement, puis ils font pas autre chose pour se libérer l'esprit. Donc ça peut avoir un effet. Mais de façon générale, je suis obligé de te dire que la majorité des joueurs, ils prennent ça au sérieux, puis ils ont des objectifs, ils veulent les atteindre, puis la majorité, ils veulent que l'équipe progresse, puis ils veulent que l'équipe elle aille bien. C'est rare que quelqu'un va dire, moi, je viens ici tu sais, pour rien faire, là. Parce que tu sais, les joueurs, ils payent quand même, les parents, ils payent. Fait que c'est pas comme tu sais, même au junior majeur, là, si les joueurs ils payent pas. Nous autres, les joueurs, ils payent. Là, tu sais, ça coûte quand même un pas pire montant, on ne se le cachera pas. Donc, ils ont comme, tu sais, ils ont comme pas le choix de prendre ça au sérieux, mais c'est des bons jeunes, là. De façon générale, il y en a peut-être des fois qui vont jouer pour d'autres raisons ou parce que les parents les forcent ou peu importe la raison, mais comme moi, de ce que j'ai vécu dans dans les dernières années ici, c'est 98% des joueurs sont sérieux puis ils veulent que ça fonctionne autant personnellement que collectivement. OK. Parfait. Cette année en playoff, à un but de la demi-finale, comment était le banc? Comment étaient stressés tous les joueurs, tout le groupe d'entraîneurs jusqu'au dernier but, malheureusement? Stressé, ouais, on était stressé parce qu'on voulait on voulait aller plus loin. Tu sais, maintenant, on vient qu'on ambitionne, hein. On veut jamais que ça arrête. Au début de l'année, on se dit, hey, tu sais, dernièrement, on a eu, tu sais, les saisons. L'année passée, on a eu une belle fin de saison. Mais dans la saison, ça n'a pas été nécessairement facile. L'année d'avant, ça n'a pas nécessairement facile. L'année avant la COVID, on avait eu une fin de saison plate un peu. Les années avant, ça n'a pas toujours été facile non plus. Donc, tu sais, au début de l'année, on se disait, il serait le fun, tu sais, d'être au moins, mettons, tu sais, dans le top, je sais pas moi, top 12. Puis là, on se dit top 12, ce serait le fun d'en gagner au moins 12 games cette année. Ce serait le fun. Puis là, quand tu arrives à 12, tu te dis, ouais, mais là, on en veut plus. Ça serait le fun d'en gagner une 15. On se capable de se rendre à 15. Puis là, tu arrives à 15, tu dis, OK, on se capable de se rendre à 18, et ainsi de suite, jusqu'en demi-finale, là. Puis là, tu sais, si au début de l'année, tu m'avais dit, vous allez perdre contre Blizzard, DCSF à un but des demi-finales, j'aurais dit, hey, go, je signe où, là? J'aurais jamais. Tu sais, je pense pas que j'aurais pu prédire qu'on allait se rendre dans le top 5 dans la saison et en série. Donc, j'aurais signé le contrat tout de suite. Mais une fois que tu es rendu, tu sais, tu dis là, on est là. Fait que, tu sais, oui, le stress. Le stress, il est là parce on voulait revenir à Amos, les partisans. Tu sais, les partisans, ils ont été incroyables, là. C'était plein, là, ici, là. Donc, les joueurs, ils ont aimé ça. Mais je dirais que la game qu'on a été le plus stressé, c'est la game, le dernier match de la saison contre l'Intrépide de Gatineau. Parce que là, c'est la première fois qu'il y avait autant de monde dans les estrades. Là, c'était pas mal plein. Puis peu importe combien il y a de monde, quand c'est plein, c'est plus intimidant. Tu peux rendre le même nombre de monde puis le mettre dans une aréna plus grande, ça paraîtra pas, tu sais. Mais là, vu que l'aréna ici est grande, mais il rentre, je sais pas moi, 1000 personnes, mettons. Ouais. Mais quand tu vois pas de banc bleu puis que les loges sont pleines en haut,
les joueurs sont pas habitués à ça non plus, là. Sont jeunes, puis je ne cacherai pas que je suis pas tant plus habitué, là. Je veux dire, j'ai pas coaché NHL, moi, puis j'ai pas coaché junior, là. Fait que j'ai pas l'expérience que les coachs juniors ont, là. Mhm. Fait que, tu sais, moi-même en arrière du banc, là, tu t'écris, mais il y a du monde. Puis là, ils sont venus voir pour. Ça, c'est si on gagnait ce match-là, c'était une saison record à domicile. Fait qu'on avait gagné le plus de matchs à domicile que les Forestiers n'ont jamais gagné. Fait que là, les gens voulaient voir ça. Puis les joueurs, ils savaient ça aussi, Mhm. Ok. qu'ils pouvaient battre le record en gagnant ce match-là. Puis là, ils voient, ils arrivent à l'aréna, puis là, dans le warm-up, il y en a un qui rentre dans la chambre, il dit Hey, j'ai j'ai jamais vu, j'ai jamais vu autant de monde que ça à l'aréna d'Amos. Fait que là, tu sais, après la première période, je suis rentré j'étais en arrière du banc, puis je le sentais, l'atmosphère qui était comme lourde sur le banc, puis on a eu une première période quand même difficile. Puis, tu sais, je suis rentré dans la chambre après la première période, puis la première question que j'ai dit, c'est, il y a du monde, hein? Là, les gars ont tous dit oui, puis quand j'ai dit, ça vous stresse-tu? Puis il y en a un qui a dit du tac au tac, oui. Oui, ça me stresse. Fait que là, j'ai Mhm. comme fait, ouais. Mais t'as raison de l'être parce que même moi, je me sens un peu de même, tu sais. Mhm. Puis là, ça a comme fait. Là, on a réussi à gagner ce match-là. Mhm. C'était pas notre meilleur match, mais je pense qu'on a joué nerveusement. Puis, mais ça a été un match qui a été bénéfique pour la suite. Mhm. Parce qu'après ça, en série, cette nervosité-là, on l'avait passé dans ce match-là. Ok. Puis quand on est arrivé contre SSF, c'était pas le même genre de stress. C'était un stress de on veut continuer. Ouais. Parce que c'était pas une nervosité, c'était plus du stress de on veut, on veut poursuivre, on veut ramener le monde à l'aréna, on veut ramener nos partisans, on veut continuer, on veut construire que le monde parle en bien de nous. Puis les joueurs, ils ont pris en charge le fait que tu sais, les Forestiers, c'est pas juste les joueurs de l'édition actuelle. Mhm. Les Forestiers, c'est plus gros. Les joueurs, ils jouaient pour plus gros qu'eux autres. Puis quand ils voyaient tous les petits gars, puis les petites filles qui étaient à l'aréna, puis qui tapaient dans les mains, puis il y avait le chandail des Forestiers, puis ils venaient faire signer le gilet. Tu sais, c'est pas grand-chose, là, mais pour eux autres, là, nos joueurs, Mhm. ben, c'est le fun pour eux. C'est le fun pour les plus jeunes aussi. Les plus jeunes qui éventuellement vont vouloir jouer avec les Forestiers. Tu sais, je connais pas. En ce moment, je regarde en Abitibi, il va y avoir pas mal de monde qui aimerait ça jouer pour les Forestiers avec les dernières saisons qu'on a eues. Puis Mhm. ça, ben, les joueurs le savent que c'est grâce à eux autres, puis c'est grâce à leur sérieux, c'est comme tu disais tantôt, c'est grâce à leur attitude, c'est Mhm. le niveau d'excellence qu'ils ont mis, le niveau d'entraînement qu'ils ont mis, ça n'a pas toujours été facile, là, à tous les matins, mercredi matin à 7h30 à l'aréna jusqu'à 10h30, là, en plein mois de fin du mois de novembre, quand il commence à avoir des tempêtes puis qui fait noir le soir à 4h30, là. Ça n'a pas toujours été, ça a pas toujours été rose, là. Puis ça, Non. les joueurs, ils savent qu'ils ont mis ces efforts-là, puis que ça leur a rapporté à eux dans la saison, Mhm. mais ça l'a aussi rapporté au hockey régional. Ça n'a pas juste rapporté à eux, ça l'a rapporté à plus grand qu'eux. Puis le fait que ça rapporte à plus grand qu'eux, je pense que c'est ça qui faisait qu'on voulait continuer puis qu'on voulait jamais arrêter. Là, on est fiers de ce qu'on a fait, mais Mhm. sur le coup, on aurait aimé ça continuer, c'est sûr. Il y en a que ça fait plusieurs années qu'ils étaient déjà là, mais mettons la première année de chaque joueur, là, est-ce que tu remarques que, tu sais, mettons, le gars, il se fait demander de taper à la main aux partisans avant d'entrer sur la glace. Des fois, comme tu as dit, une petite signature, même si le gars, il a 15 ans, 16 ans. Puis, tu sais, comme Sébastien, je sais qu'il a fait quelques entrevues des fois. Est-ce que, tu sais, mettons, tu vois l'excitation du gars, tu sais, il s'en va, tu sais, c'est le hockey le plus proche de la LHMQ, là, Ouais. du Est-ce monde qu'il y en avait un nom médiatique. au début? J'ai pas entendu. Non, 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 mais ben, c'est ça. Non, j'ai pas d'exemple de nom, mais tu sais, mettons, les joueurs qui rentrent pour leur première année. Là. Ouais. Non, non, ben c'est ça, c'est ça c'est que ça que je disais tantôt. C'est le fun pour eux de le vivre, puis c'est comme une roue qui fait boule de neige que Mhm. plus ça va bien, plus le monde veut le voir, plus le monde veut le voir, plus ça va bien, etc. Puis oui, c'est le fun pour eux autres. C'est le fun pour eux autres, même si non, c'est pas le Canadien de Montréal, là, on le sait, là. Mais Mhm. tu sais, pour eux autres, là, un petit, tu sais, je pense à nos 15 ans cette année, là, Milan Chartier, Jay Joret, puis Lucas Perrault qui arrivent ici à Amos, puis
comme tu dis, qu'il y a des joueurs, il y a 15-20 jeunes qui attendent ils leur donnent la main, puis avant chaque match, il y a des porte-drapeaux qui viennent faire signer leur chandail, puis pour eux, c'est valorisant. Puis, tu sais, peut-être que ces joueurs-là, tant mieux s'ils se rendent en Ligue nationale, mais s'ils s'y rendent pas, ou s'ils jouent pas dans le hockey professionnel, puis qu'ils le vivent pas à grande échelle, mais ils vont toujours pouvoir dire qu'ils l'ont vécu à petite échelle, ce sentiment de valorisation-là. Puis je leur souhaite de poursuivre leur carrière, mais si ça arrive pas, ben, ils vont l'avoir vécu. Puis oui, c'est valorisant, oui, ça donne de la confiance. Puis, puis c'est le fun même pour les plus jeunes. Tu sais, moi, j'insiste là-dessus, c'est le fun pour les plus jeunes. Plus jeunes, je parle des jeunes de 7, 8, 10 ans qui voient Luca Perro, puis qui voient Milan, puis qui voient Jay, puis qui se disent Hey, moi j'aimerais ça être comme eux autres. Il y en a à moi là, que c'est ça cette année, puis j'aimerais ça être comme eux autres. Puis ça, ben, c'est valorisant pour les gars de notre équipe, puis c'est le fun aussi pour les générations futures. Y a-t-il un joueur qui t'a surpris dans les Forestiers cette année que tu t'attendais pas à ce rendement-là? Ou... Il y a plusieurs joueurs qui m'ont surpris cette année. Là. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu une bonne saison. Ouais. Je dirais que 100% des joueurs ont été mieux que ce qu'on aurait pensé. En termes de hockey, là, en termes de personnalité, on les connaît, mais en termes de joueurs de hockey, 100% des joueurs ont été mieux. Mais un Jérémy Jarret, Jay Jarret, j'y ai dit, mais il a passé proche pour faire l'équipe au début de l'année. Là. OK. Ah ouais? Puis lui, on était à. La façon qu'on fait nos équipes, tu passes de. Il y a comme différents paliers quand tu arrives au camp d'entraînement. C'est utopique de dire que le line-up il est vide puis on n'a pas de projection. Là. On a des projections, on a une équipe qui on pense qui va jouer dans l'équipe, qui on pense qu'il va avoir une chance de jouer dans l'équipe, puis qui on pense qu'il n'y a pas de chance de jouer dans l'équipe. Donc les joueurs libérés, les joueurs qu'on appelle le bubble, les joueurs qui sont dans l'équipe. Ça, c'est au début du camp. Mais ça, ça peut bouger. Okay. Les joueurs libérés peuvent devenir. Ils ont un bon camp, on peut dire OK, ben là, ils seront pas libérés. Ils vont tomber d'un joueur qu'on va surveiller un petit peu plus. Puis un bubble peut devenir dans l'équipe. Puis un joueur dans l'équipe peut sortir aussi d'un bord puis de l'autre. Puis tu sais, Jay Jarret, au début, il était pour dire aux gens à quel point l'équipe n'est pas faite au début de saison. Là. Jay Jarret, il était d'un joueur libéré avant le camp. Okay. Dans notre liste. Puis là, plus que le camp avançait, à un moment donné, il est tombé d'un joueur bubble. Fait que là, il a tassé un joueur qui a fait un switch avec lui. Puis à un moment donné, là, plus que ça allait, ça l'a été jusqu'à la dernière journée. Là. Parce qu'on était dans l'autobus, on s'en revenait de Rouen contre les Gaillards le jeudi soir. Puis on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec Jay à soir? Est-ce qu'on le laisse aller à soir ou est-ce qu'on lui donne la fin de semaine? Puis là, on s'est dit, en arrivant à Amos, là, on va l'étirer, on l'étire pour la fin de semaine. Fait qu'on l'amène en fin de semaine. Fait qu'on fait juste, c'est dans notre tête, on aurait pu le libérer ce soir-là. Là. Finalement, on l'a étiré pour la fin de semaine. Puis le dimanche, là, on se parle, puis on se dit, hey, on peut juste pas le couper. Là. Non. Non, on peut pas le couper. On peut pas. Il a tout fait. Il a tout fait. Il n'y a aucune. Mettons, j'essayais de faire ma rencontre avec, mais j'ai dit quoi? J'ai dit quoi si je le coupe? Là? Je l'envoie, on le coupe, on le libère. On fait quoi? C'est quoi les raisons? Il va me demander pourquoi. Il va me dire qu'est-ce que je peux faire de mieux? C'est parce que je travaille pas assez fort? C'est parce qu'il faut que j'améliore telle chose? Puis je parlais avec Nick, puis Gary à Rouen, puis les gars, je sais pas quoi dire. Tu sais, je sais qu'il n'était pas supposé faire l'équipe au début, mais là, à l'heure où on se parle, j'étais 3 semaines qu'il est là. Je ne sais pas quoi y dire si on le retranche. Fait que, tu sais, quand tu te poses ces questions-là, tu te dis, tu peux pas te tromper. Là. Puis là, il est resté. Finalement, on l'a pris. Puis son premier meeting, je me rappelle, j'ai dit, il n'avait pas joué une game encore, parce qu'on fait des meetings en début de saison. Puis j'ai dit, tu sais, ça va être dur cette année. Là. À 15 ans, il n'a pas une grosse stature non plus. Non. J'ai dit, ça va être difficile. Là. Attends-toi que ça soit dur. Je connais pas le temps de glace que tu vas avoir. Je sais pas quel rôle tu vas avoir non plus. On va y aller tranquillement, une pratique à la fois. Puis il a jamais baissé son niveau de jeu.
sais, des fois, ils arrivent au camp, les joueurs, puis là, ils ont un bon camp parce qu'ils sont sur l'adrénaline, puis ils veulent bien performer. Quand la saison commence, l'adrénaline elle diminue, puis là, on a la vraie version d'eux-mêmes. Jay, il a jamais arrêté. Il a jamais arrêté. Il a commencé à progresser le jour 1 du camp, puis il va progresser demain en pratique, puis il va progresser encore demain. Puis je dirais que c'est lui qui. Je dirais que c'est une des plus belles surprises cette année parce qu'il n'était pas supposé être là. Finalement, il était là. Puis il a eu de la glace comme un joueur de 17 ans. Puis, oui, il mesure 5 et, oui, il mesure 5 et 7, 5 et 8, je sais pas comment il mesure, là, 5 et 8, 5 et 9. Là. Puis il pèse 135, 140 peut-être. Mais il joue comme quelqu'un qui mesure 5 et 11, 6 pieds puis qui pèse 180. Ça, c'est cliché de dire ça, mais c'est ça. Ouais. C'est pour continuer sur mon point de tantôt, que tu sais, les gars, ça commence avec le vrai gros hockey, le hockey médium un peu, puis tout. Il y a une de nos chroniqueuses qui avait fait un article sur lui, puis je pense que genre, sa famille et plein de personnes d'Amos l'avaient partagé, l'avaient adoré. Fait que le monde, ben, tout le monde de l'Abitibi, mais particulièrement, je pense, les gens d'Amos qui réussissent à percer l'alignement des forestiers sont encore plus soutenus et tout ça. Mais tu sais, je veux dire, un de Val-d'Or, il va être autant soutenu, mais je pense que c'est ça. Il y a de l'engouement en maudit pour le monde d'Amos. Parfait. OK. Ensuite, le départ de plusieurs vétérans cette année, à quoi devrait ressembler votre équipe l'an prochain? Je pense qu'on va avoir une équipe avec offensivement qui va être agréable. Je pense qu'on a quand même de la profondeur en offensive. Là. Je ne veux pas nommer de nom parce que je sais, il va sûrement avoir des joueurs qui vont l'écouter, puis je veux pas. Je pense qu'on va avoir de la profondeur en offensive. Quelques retours aussi, peut-être, de joueurs de 17 ans. Donc, une certaine profondeur. Je pense qu'on va avoir quatre lignes qui vont se ressembler, mais quatre lignes avec un certain talent. Défensivement, on va avoir travaillé, c'est sûr. Puis nos gardiens, je pense qu'on a quand même de la profondeur aussi à nos gardiens. On a toujours la possibilité d'aller chercher des joueurs à l'extérieur. Mais nous autres, on a une identité qui est claire avec les forestiers. Puis c'est qu'on est une équipe c'est une équipe qui travaille fort, qui a une bonne attitude, qui respecte les détails de la game, qui on n'est pas une équipe qui va accepter, puis les joueurs ne l'acceptent pas non plus dans l'identité qu'on a, mais de tricher offensivement, on essaie d'éviter ça. Prendre des bonnes décisions en zone neutre, de bien se positionner défensivement. Donc, ça, c'est notre identité. Puis c'est là-dedans, peu importe les joueurs qu'on va avoir, c'est sûr on va enseigner cette identité-là. Puis on va jouer de la même façon qu'on a joué cette année, de la même façon qu'on a joué l'année passée, parce que c'est ça qu'on priorise. Ok, parfait. Fait qu'on va y aller. Jules, es-tu prêt? On va y aller. On y va pour le Jules César du hockey. On te revient après. Le Jules César du hockey. Salut les boys. Parfait, merci beaucoup les gars. Salut Sean, bienvenue au Jules César du hockey. Je pense que c'est la première fois qu'on commence mon segment à 1 heure du podcast, donc c'est une bonne nouvelle. Là. Ça veut dire que c'est intéressant, puis tu donnes du jus aux questions qu'ils te posent. Ouais, là, ben moi, d'habitude, quand je suis reconnu pareil pour parler, là, les joueurs, ils se moquent de moi un peu là-dessus, là, parce que quand je pars, je suis capable, tu sais, je suis capable de Bon. compter une histoire qui dure 30-35 minutes, puis là, je regarde l'heure, je dis, ouah, là, on va manquer de temps. Si c'est trop long, dites-moi-les. Mais c'est correct, c'est comme on est pas en live, on va juste laisser le vidéo demain rouler, puis les gens pourront regarder un peu plus aisément et non être obligés de rester là puis connecter jusqu'à 10 heures du soir. Fait que c'est correct, là, il est juste 4 heures de l'après-midi. Ça doit être c'est une bonne heure aussi pour un père de famille. Je veux commencer parce que hier, il y a eu la finale de le tournoi des universitaires américains. Puis, il y a un jeune entraîneur, David Carl, qui est rendu à sa deuxième victoire du championnat américain en 3 ans avec Denver. Et il a aussi gagné la médaille d'or cette année au championnat mondial junior U20 avec les États-Unis. Pourquoi je parle de ce gars-là? C'est que, d'un, il a à peu près le même âge que toi. C'est un jeune entraîneur et je me demande un peu,
qu'est-ce que tu regardes quand tu vois un gars comme lui, tu sais, un jeune comme ça qui perce, qui réussit? Qu'est-ce que tu as pu observer de sa game? Sa game en tant qu'équipe, là? Tu sais, y a-tu des trucs que tu peux me dire que tu as vu de lui ou que tu retiens d'un gars de même, tu sais, qui a quand même un beau parcours à date, là? Mais je le connais pas personnellement, là, comme tu dis, j'ai Ouais. regardé hier le match, j'ai regardé hier le match de Denver contre Boston College à la télévision sur l'heure du souper. Puis après, tu sais, je m'intéresse souvent aux entraîneurs qui coachent ces équipes-là, puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont-tu joué? Ils ont-tu pas joué? Ils ont-tu joué dans la Ligue nationale ou non? Mhm. Puis, tu sais, à première vue, quand on regarde quelqu'un comme ça, premièrement, c'est quelqu'un qui est extrêmement passionné. Parce que je lisais un article sur lui hier, puis tu sais, lui, il était à Denver, puis il a reçu c'est un joueur de hockey qui était assez prometteur. Il a reçu une bourse d'études pour aller jouer là-bas, puis il a été diagnostiqué d'un quelque chose cardiaque, là. Pas Ouais. médecin, là, mais il pouvait plus jouer au hockey. Puis, lui, au lieu de quitter, là, c'est sûr qu'il y avait l'école était payée, là, puis Ouais. le Denver a a gardé sa bourse. Mais au lieu d'abandonner puis de quitter, lui, resté dans l'entourage de l'équipe qui avait 19 ans, puis l'entraîneur a décidé de le rentrer comme, entraîneur adjoint, mais il n'y avait pas nécessairement de tâche, là. Il était là, il faisait des passes aux joueurs, il était sur la glace dans les Exact. entraînements, tu sais, il était proche des joueurs, tout ça. Ça, c'était sa première saison comme, tu sais, je pense sur Elite Prospect, c'est gradué, Ouais. coach gradué, Assistant là, ou coach. gradué. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, là, il a commencé comme ça. Là, il a fait 2, 3, 4 ans. Là, sa dernière année, il semblerait, selon l'article que j'ai lu, là, c'est vraiment un article, qui était plus impliqué dans les décisions des coachs, puis que ça le mettait quand même dans des positions inconfortables parce qu'il était quand même à l'école, puis il était proche des joueurs. Ouais, c'est ça. Puis là, après ça, lui, il est rentré comme entraîneur adjoint à temps plein après son parcours. Donc, tu sais, pour faire ça, rester à l'école, dans l'entourage d'une équipe de hockey, sans jouer, ben, il y a du monde qui partirait pour moins que ça, là. Fait que, Ah ouais. tu sais, je pense que ça, c'est de la passion, puis c'est de vouloir être alentour d'une équipe de hockey, puis c'est là qu'on se rend compte que quand tu veux faire du hockey, oui, il y a de jouer au hockey, mais il y a pas juste c'est pas la seule façon de faire, de jouer, là. Il y a d'autres façons de se rendre à un bon niveau, puis à gagner sa vie dans le hockey. Puis ce que je m'aperçois de lui, c'est que c'est ça. Puis, faut pas oublier qu'il semble avoir des pas pires contacts, là, parce que il a été coaché, je pense, selon son pedigree, il a été coaché à Green Bay, c'est ça? Et les Green Gamblers de Bay, Green Bay. avec Derek Lalonde, qui est entraîneur-chef des Red Wings de Ouais. Détroit en ce moment. Quand il est retourné à Denver, c'était Jim Montgomery qui était entraîneur-chef, qui est rendu entraîneur-chef de la Ligue nationale. Donc, je pense qu'il a été bien, il a été bien encadré, là. Il a bénéficié des bons conseils, je pense. Mais à 34 ans, j'ai trouvé ça quand même, c'est un fait d'armes. Puis c'est le fun de voir qu'il y a Ouais. c'est le fun de voir qu'il y a des jeunes, qu'il y a des universités, des grosses universités qui font confiance à des jeunes entraîneurs, puis qui vont, tu sais, sont certainement prêts à accepter ses erreurs. Je veux dire, tu sais, quand on est plus jeune, moi, je suis pas j'ai pas 30 ans derrière la cravate, donc c'est sûr que je vais en faire des erreurs. Donc, c'est le fun de voir que des universités comme ça, des universités d'envergure, des programmes d'envergure font confiance à des jeunes entraîneurs, puis qui laissent là longtemps aussi. Ça fait longtemps qu'ils coachent là, là. Ouais. Il est entraîneur-chef, il est entraîneur adjoint, il a gradué là. Donc, s'il prend toutes ces années, ça fait longtemps qu'il est là. Donc, tu sais, la stabilité est là. Donc, mais pour se rendre là, je pense que ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion parce qu'il y en a qui lâchent le hockey pour beaucoup moins que ça. Ouais, puis tu l'as dit, les contacts et tout, mais c'est ça, il l'a à cœur aussi, Denver. Tu as parlé de culture tantôt, de l'équipe, là, de justement les jeunes avec la discipline et tout. Oui, ils sont plus vieux, les gars qui rentrent en NCAA, mais pareil, c'est un gars qui est de Denver, ben pas
qui est pas né là-bas, mais un gars, ça fait peut-être 10 ans qu'il est dans l'entourage. Donc, justement, ça doit être très bon pour justement rentrer puis faire que tous les joueurs rentrent dans un moule, un moule très malléable là, quand même, mais aussi justement pour gagner le championnat 2 ans, 3 ans, 2 fois en 3 ans, c'est quand même pas rien. Là. Puis là, qui avait été pris à Team USA. Donc, je ne sais pas s'il va avoir une porte d'entrée professionnelle. Peut-être qu'il attend carrément une offre NHL puis que toutes les offres AHL, il les prend pas. En tout cas, on sait pas, je ne sais pas ce qui se passe derrière là. Je ne sais pas si dans l'article que tu as lu, il s'en parlait, là, mais Non, ben, je pense que non, mais tu sais, ces entraîneurs-là sont quand même dans des positions qui sont favorables, là. La stabilité est quand même là dans ces grosses universités-là. Ils sont, puis ils ont des conditions de travail, je pense, qui sont favorables, là. Puis ouais. la tâche se limite pas seulement à coacher, eux autres, là. Puis, tu sais, je m'extrapole, là, je veux pas, mais ils ont du recrutement à faire aussi qui passe par les entraîneurs. C'est pas tout à fait le même type d'organisation qu'on a ici avec les équipes de hockey junior, là. Donc, je pense que les autres, tu sais, il y a des entraîneurs là-bas qui ont des bonnes conditions de travail. Puis, tu sais, je sais pas à quel point tout le monde veut aller au niveau supérieur. Je sais pas s'il va y aller ou non. Tu sais, comme je disais tantôt, je le connais pas, là. Je fais juste, j'extrapole. Ouais, ben, juste faire un parallèle avec la NCAA football, il y a des coachs qui sont mieux payés que des coachs dans la NFL à l'universitaire. Donc, des fois, c'est ça. C'est pas la même game, là. Entre le junior en autobus puis universitaire, c'est un autre, c'est un autre step, là. Quand même, en termes d'équipement, là, des fois, ça peut être assez surprenant même de voir les vestiaires, des fois, des universités, de faire, voyons donc, ils ont tout ça, puis c'est une université qui est même pas au top de la ligue. Mais bon, c'est vraiment intriguant ce qui se passe avec lui. Ça va être à voir. Est-ce que l'année prochaine, moi, je pensais à un Jeremy Colleton, je ne sais pas si tu vois, ou Colleton, l'ancien entraîneur de Chicago qui avait peut-être 35 ans au moment qu'il entraînait là, puis il y avait Duncan Keith qui était 36 ans, 37 ans, donc il était plus jeune que le joueur. Donc ça peut être quand même une drôle de dynamique là, d'être jeune de même, d'être quand même proche des joueurs. Euh, Puis là, bon, tu as parlé de dépistage du coach que l'université doit faire, mais toi, en tant que coach d'Amos, tu te fais approcher, j'imagine, par des dépisteurs ou des équipes de la LHMQ. Puis on parle souvent mettons, du dépisteur en tant que tel qui s'en va aller voir un match. Mais toi, comme coach, recevoir des questions ou devoir parler avec des dépisteurs, euh, c'est-tu nouveau d'un? Parce que est-ce que ça se faisait beaucoup aussi au niveau plus collégial, secondaire, ou tu sais, est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau pour toi de devoir vendre un joueur ou de devoir tu sais, discuter d'un joueur avec une équipe, puis à la fin, il ne faut pas que tu sois biaisé, il faut que tu en parles un peu avec toutes les équipes qui vont venir t'approcher pour un même joueur. Comment c'est ce processus-là en tant que coach qui va recevoir les questions? Ben, tu sais, c'est nouveau pour moi. Oui, oui puis non, là. Tu sais, c'est ma troisième saison aussi. Donc, à toutes les fins de saison, oui, il y a des dépisteurs. La majorité des équipes, là, c'est sur 18, là, je te dirais 16-17 qui nous appellent au courant de la saison ici et là, puis à la fin de l'année, ils nous rappellent tout. Puis moi, c'est ce que je dis toujours aux dépisteurs, puis je dis la vérité. Je dis que la vérité. Tu sais, les joueurs, ils ont des objectifs, puis ils ont des objectifs, ils veulent être repêchés, ils veulent aller au niveau supérieur. Mais ce que je vois à l'arena, c'est ma perception. C'est ce que je dis, c'est ce que je dis. Donc, si le joueur il performe, puis c'est un joueur qui est sérieux, c'est un joueur qui est bon à l'école, c'est un joueur qui a une bonne attitude, c'est ça que je dis. Puis si c'est l'inverse, c'est ça que je dis aussi. Tu sais, on peut pas dire, on peut pas compter de toute façon, les joueurs, quand ils vont arriver là-bas, les équipes, ils vont l'avoir, la vraie attitude. Donc, on peut pas commencer à camoufler des défauts ou commencer même à camoufler des qualités parce qu'on veut avoir le joueur, là. Tu sais, ce serait Ouais, facile ouais. de dire, ah, il est pas si bon que ça, puis dans le but de le revoir à 17 ans, puis qu'il le prenne pas, puis là, j'incite les équipes à pas le prendre. Tu sais, moi, tu sais, j'essaie le plus possible de dire la vérité. Tu sais, si je pense qu'il est capable de jouer l'an prochain, je vais dire, je pense qu'il est capable de jouer l'an prochain. Si je pense qu'il a besoin d'une année de plus, midget 3, c'est ce que je veux dire aussi. Puis non, je pense que c'est ma façon de fonctionner. Puis je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. J'imagine que oui, mais pour moi, c'est ma façon de faire.
J'imagine aussi que bon, mais je sais pas si ça marche de même, là, mais dans ton CV, avoir beaucoup de joueurs qui se sont rendus loin, que tu as entraîné, ça doit quand même t'aider, là, tu sais, être capable de dire, ah, ce gars-là, je l'ai amené là. J'imagine en tant qu'entraîneur, de voir son joueur se ramasser dans la GMQ ou peu importe aux États-Unis ou whatever, ça doit être quand même gratifiant, là, sans te dire que tu prends toute la responsabilité, mais ça doit être le fun de le voir, là. C'est surtout le fun pour eux, là. Tu sais, moi, dans le fond, un individu, tu sais, ce serait pas vrai de dire qu'un joueur est rendu à un tel niveau Ouais. grâce à moi, là. C'est pas de la fausse humilité, là. Si on fait le parcours, là. Ils ont joué du mois de août. Mettons, ils sont arrivés au camp le 8 août. Puis la saison est finie. Le 15, on tombe en entraînement d'été. Donc, c'est quoi? C'est 8 mois à peu près de saison. Ouais. Donc, tu sais, j'ai contribué peut-être là, à 8 mois d'entraînement puis de match. Mais ça fait depuis qu'ils ont 5 ans qu'ils jouent. Ils ont eu des coachs avant, ils ont des parents. Fait que, tu sais, de dire que ce joueur-là se rend loin parce qu'on a fait telle affaire ici avec les Forestiers. Nous autres, on contribue, mais on contribue du mieux qu'on peut, mais tu sais, jamais je vais prendre le crédit pour absolument rien, là. Ces joueurs qui se lèvent le matin, puis ces joueurs qui, tu sais, comme je disais tantôt, on les a 8 mois ici, là. Puis avant, ils sont dans une structure, avant, ils s'entraînent dans le programme MAG. Tu sais, il y a un certain développement qui se fait avant d'arriver ici. C'est bon pour notre CV? Honnêtement, je le sais pas. Je ne sais pas si OK. les gens regardent vraiment c'était qui le coach à cette époque-là ou c'était. Mais non, jamais je vais prendre. J'ai jamais regardé ça non plus. Combien il y avait de joueurs qui ont joué junior, combien j'ai coaché de joueurs qui ont joué junior, être honnête, là, j'ai jamais regardé ça. J'ai aucune idée. Des fois, je regarde les joueurs que j'ai coachés sont rendus où tout ça, mais le nombre pour l'écrire sur mon CV, c'est pas de la Ah fausse non, ben humilité, non. là. J'ai jamais suivi ça vraiment, le nombre puis de. Et puis j'imagine quasiment ça serait une alerte rouge, là, tu sais, un red flag d'avoir un entraîneur qui a une liste de tous les joueurs qui sont rendus à la GMQ puis qui met ça comme pour essayer de se vendre, là. Je veux dire, il me semble que là, ça serait comme justement, c'est pas de la fausse humilité, mais là, ça serait carrément un peu de, tu sais, tu nous prends-tu pour des épais, là? Je veux dire, tu sais, Ouais, là, c'est un ça. moment donné. Ouais. Non, je pense que tu l'as dit, là, ça serait un énorme drapeau rouge, je pense. En tout cas, moi, Ben, oui, c'est ça. moi, je le C'est un qualifierais drapeau de ça. rouge de ça. On parle souvent de développement des joueurs, justement, mais en tant que développement pour un entraîneur, le M18, on sait beaucoup avec bon, Yannick Lévesque qui est il est très vocal avec RDS, tout sur le M18, c'est le président. Il y a Marc-André Dumont aussi qui est souvent là en train de parler du M18, puis apparemment, il vous fait des formations d'entraîneurs. Je me demande, depuis les 3 saisons, comment tu évaluerais là, vraiment la formation, l'aide qu'ils ont envers les entraîneurs du M18, la ligue, là? Tu sais, à quel point ils t'ont soutenu, à quel point tu as peut-être justement, ils t'ont développé ou que tu as vu des collègues ou des entraîneurs de d'autres équipes vraiment, tu sais, juste avoir un coup de pouce de la ligue en tant que développement d'entraîneur. Ligue M18 3A au Québec, je pense que toutes ligues confondues, pour les coachs, là, c'est probablement la meilleure. Parce OK. que, comme tu sais, oui, probablement, on est tous des jeunes entraîneurs, ou à peu près, là, on est tous à peu près dans la même tranche d'âge, là, je dirais 28-45 ans. C'est pas mal, la grosse majorité, c'est là-dedans. Donc, on a tous à peu près le même objectif. On est tous. Puis oui, Marc-André Dumont, on a un certain suivi avec Marc-André qui nous appelle chaque entraîneur quelques fois pendant l'année, savoir si on a besoin d'aide, si on a besoin de quelque chose, comment il peut faire pour nous aider. Puis il n'est pas là pour nous évaluer, puis c'est bien clair, là, la Ligue est pas là pour nous évaluer puis faire des rapports au gouverneur à savoir si on fait la job ou si on la fait pas, puis pour qu'ils nous mettent dehors ou non. Là, c'est bien clair, c'est pas ça. C'est vraiment ils sont là pour nous aider et ils nous appuient. Puis tu sais, je vais donner un exemple, là, l'année après la pandémie, ça a été ben non, il y a eu la pandémie, il n'y a pas eu de match, mais l'année qu'on est revenu jouer, ça a été une année difficile, ça. C'était Mhm. une année dure. Tu sais, je sais pas c'est quoi exactement les raisons, mais le monde avait hâte de revenir. Je pense que le monde avait trop hâte de revenir.
puis il se souvenait pas trop de comment que c'était avant. Puis la charge de travail, tu sais, les joueurs, puis les coachs, là, tu sais, tout le monde, on a comme été surpris par la charge. Ça a donné lieu quand même à plusieurs mécontentements de joueurs, de parents. Et ce, je dirais, dans beaucoup de, D'équipe? beaucoup de ligues. OK, beaucoup de ligues, carrément. Puis la ligue M18-3 a fait au début de au début de l'année suivante, le début de l'année 2022-2023, il y a toujours une rencontre de coach avant chaque Ouais, saison, avant chaque début de ouais. saison. Là, il invite les coachs à une journée début août avant les camps où ils passent en revue les règlements, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui s'attend des coachs, le code d'éthique. Et on parle aux Mmh. arbitres. C'est comme plein d'informations techniques comme ça pour s'assurer que la saison se passe bien. Cette année-là, on a fait un, ils nous ont invités, les 15 coachs. Au lieu d'être une journée, c'était deux. Puis il y a eu une journée où c'était des informations techniques. Le soir, il y a eu un team building entre les coachs. OK. Donc là, tu sais, là, j'ai appris à connaître les coachs d'une façon différente. Ça, c'est grâce à Mmh. la Ligue, là, parce que donc on a appris à se connaître, puis à se côtoyer, puis à se parler de d'autres choses que juste de hockey. Puis à savoir d'où on venait, savoir où on va, c'est quoi nos réalités, qu'est-ce que tu vis, qu'est-ce que moi je vis, qu'est-ce que c'est quoi tes difficultés, c'est quoi les miennes, pour se rendre compte que tout le monde, on a tous chacun nos difficultés, là. Puis chacun, tu sais, ça a toujours l'air plus beau chez le voisin, mais tu sais, tout le monde, quand tu parles à un, OK, toi, c'est ça ton défi, OK, OK, moi, c'est ça, toi, c'est d'autres choses. Puis, mais en bout de ligne, on a tous chacun nos défis, puis on a tous chacun nos difficultés partout où on est. Puis c'est rassurant. Ça aurait été Ouais. facile de dire après cette année-là, ouais, tu sais, je suis pas assez bon, je vais faire d'autres choses. Mais je pense que la Ligue a pris, je sais pas si c'était voulu ou pas, mais parce que de mon point de vue, c'est ça, puis ça a été très, très apprécié. La Ligue a pris charge de ce phénomène-là, Ouais. puis moi, ça a contribué à augmenter mon niveau de confiance en moi. Puis grâce à cette activité-là, puis le lendemain, au lendemain du team building, il y a eu une activité, c'était une formation. C'est une formation, mais c'est une formation qui, avec des idées qui sortent un petit peu de la boîte, là, pas une formation qu'on est assis puis il y a quelqu'un Ouais, qui nous ouais, parle ouais. en avant, mais c'est une formation qui était très, très dynamique, lesquelles on était très, très impliqués. Puis encore une fois, ça a été comme un team building cette journée-là avec les coachs. On est sortis de là. Puis les entraîneurs de la Ligue, au lieu d'être des adversaires, on était des adversaires au match, mais on était devenus comme plus des amis. Puis on était capable de se texter, puis on était capable, puis encore aujourd'hui, on est capable de se parler, puis on est capable de se parler des joueurs, puis il y a des, tu sais, il y a des repêchages en début de saison parce qu'on veut avoir les 300 meilleurs joueurs au Québec. Donc, je suis capable d'appeler le coach de Châteauguay, je suis capable d'appeler le coach de CCL pour savoir c'est qui que lui pense pas prendre, puis qui pense qu'il devrait jouer dans la Ligue. Donc, je dirais que le fait que la Ligue est capable de prendre charge positivement les coachs fait que c'est facilitant pour les équipes et pour nous les entraîneurs. Ouais, parce qu'à quelque part, le M18, c'est une ligue très compétitive et quand même de très haut niveau, là. Mais peut-être que justement, il y a le côté positif de on n'est pas comme dans la LHMQ qui est quasiment proche du pro en termes de c'est d'une business, puis il y a vraiment comme des propriétaires ou, tu sais, vraiment une partie externe du hockey, alors que là, c'est vraiment plus pour le développement. C'est un peu. C'est une bonne chose si les 300 meilleurs Québécois sont capables de jouer dans la ligue tout en même temps, puis il n'y en a pas comme 50 qui sont dans le M15 ou ailleurs dans d'autres ligues. Puis justement, je veux parler de tout ça, la qualité de joueurs, le bassin de joueurs au Québec. On sait que dernièrement, depuis quelques années, là, c'est quand même en décroissance, qu'il y a il y a eu beaucoup de projets pour Hockey Québec, essayer de relancer le tout. Et là, que justement, une des demandes qui avait été faite de Hockey Québec, ça avait été de diminuer le nombre d'équipes M15 et Midget Espoir, si je me trompe pas, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop d'équipes pour vraiment la qualité de joueurs qui
au Québec. Mais quand il y a eu la grosse saga là, avec le Hockey Québec, le président qui quitte, là, tout d'un coup, il y avait des noms de secteurs, de régions qui sortaient comme quoi c'était des régions plus à trouble. Vous n'étiez pas dedans, justement, vous n'étiez pas une de ces trois régions-là de trouble, mais qu'est-ce que ça a eu, cet impact-là, un peu, tu sais, pas le congédiement, mais le départ, puis ensuite, tout ce qui s'est suivi, en fait, là, parce que j'imagine, tu n'as pas été peut-être directement en contact avec Hockey Québec, mais peut-être, je sais pas, tu sais, c'était quoi justement tes impressions? Qu'est-ce que ça a laissé comme impact jusqu'à maintenant, là, le 14 avril? Ben, tu sais, le monde du hockey est un peu, je dirais un peu, encore on dirait comme un peu une relation amour-haine avec entre le monde du hockey puis le monde, tu sais, la population québécoise. On dirait que comme une relation un peu amour-haine, tu sais, on aime ça, mais en même temps, on est vite à critiquer, puis on est vite à vouloir garder nos vieilles mentalités, puis aussitôt qu'il arrive une petite affaire, tu sais, on est là, puis le monde est critique, on saute sur la tête, hein, tu sais, les juniors majeurs, là, ils goûtent, là, pas juniors majeurs, mais juniors maritime Québec, là, Ouais, c'est dégoûté. bien malgré elle, là, tu sais, mais ils mettent le pied à côté du trottoir, là, puis tabarouette, tout de suite, là, tu sais, par exemple, le chandail, là, qui est Ouais, pas, le chandail qui est en en anglais, là, tu anglais. sais, pile à côté du trottoir, puis tout de suite, tu te le fais. Donc, on dirait comme une relation un peu amour-haine avec le monde du hockey. Puis je dirais que c'est comme ça dans les régions aussi. Fait qu'un, tu sais, un gars comme Jocelyn Thibault arrive, puis il veut mettre des nouvelles idées en place, puis je suis pas à l'interne, mais je peux imaginer que certains endroits, puis c'est pas de la mauvaise intention, c'est toujours, les gens sont là pour les bonnes raisons. Là. Si on part du Mhm. principe que les gens, ils sont là pour les bonnes raisons, mais beaucoup pensent, probablement moins inclusivement, pensent avoir les bonnes façons. Quand tu arrives, puis ces gens-là veulent arriver avec du nouveau matériel, ben là, vite le monde, il tombe sur la gâchette, là. Ça peut devenir peut-être un peu frustrant parce que, tu sais, Hockey Québec, ça reste un gros bateau, puis il y a le volet élite au Québec, mais partout, puis il y a le volet la masse. Puis Hockey Québec, c'est pas juste l'élite, là. Hockey Québec, c'est tout le Ouais. hockey au complet. Fait qu'il y a le volet, tu sais, il y a le hockey féminin, il y a le hockey masculin, il y a le hockey, pour Senior, les amateur. non, non, Ah, mais paralympique, là. ouais, ouais, ça, là, ça Ouais. s'appelle du sledge, c'est ça? Ça fait comment ça? Le sledge hockey? C'est comment? Du Ah oui, para-hockey? oui, ça, avec ça tue. Là, j'essaye de pas faire en anglais, là, mais on le voit, là, ceux qui sont assis puis qui patinent avec comme leur bâton, c'est comme un peu leur lame en même temps, là. Ah, non, mais tu sais, il y a ces 3, tu sais, il y a ces 3 Ouais, volets-là. Fait que Hockey Québec, c'est pas juste le volet hockey élite. Il y a tout, il y a tout qu'est-ce qui englobe, il y a tout qu'est-ce qui englobe. Fait que c'est un gros, je sais pas ouais, combien il y a de membres, là, mais c'est un gros bateau. Puis, tu sais, virer ça de bord, quand il va être viré de bord, là, ça va être l'heure de le revirer, tu sais. C'est comme ça, ouais, c'est ça. ça avance comme toujours, puis on n'arrivera jamais à dire, OK, là, c'est ça prend. C'est là, faut que ça arrête là, puis on est direct sur le X. Ça arrivera jamais, là. C'est tellement gros que quand on va arriver, on va être sur le X, puis là, whoop, le X sera plus à la même place, là, il va falloir comme on court après le X tout le temps. Puis c'est normal, parce que c'est tellement un gros bateau. Fait qu'il faut, c'est tout le temps en changement. Tu sais, s'il y a beaucoup de gens qui sont résistants au changement, qui sont en charge, ben c'est sûr que ça peut devenir difficile parce qu'il faut toujours être en adaptation puis en changement parce que, comme je dis, la société évolue, les mœurs évoluent, la culture évolue, les goûts évoluent, les autres sports, tout, tu sais, tout évolue. Fait que En même même temps, si ouais. aujourd'hui, notre idée, c'est que ça soit ça dans 10 ans, ben dans 10 ans, ça sera plus ça. Fait qu'il va falloir faut déjà penser plus loin que. Donc, c'est sûr que, tu sais, si je me mets à sa place, si t'arrives pour essayer de changer une chose, puis ça prend un an pour,
ben, Ouais. c'est sûr que ça devient démotivant. Ça peut être difficile aussi pour des régions, justement, de se faire dire, tu sais, plus du côté élite, là, parce que c'est ça qui était sorti, mais de se faire dire: «OK, on va t'enlever ton équipe, M17 Espoir» ou juste, carrément enlever une équipe parce qu'il y a pas assez de joueurs pour, la remplir, tu sais, suffisamment. Mais bon, donc je comprends la résistance de ce côté-là. Après, est-ce que il va falloir, qu'il y ait un gros éclat comme Hockey Canada pour que ça change tu sais, d'une shot? Est-ce que c'est ça qu'il faut que ça prenne? On ne le sait pas, on va pas souhaiter ça, mais à un moment donné, c'est sûr que aussi, ça va avec vague. Là. L'année prochaine, tu as coaché contre, là, mais les Émile Guité, les Desnoyers de ce monde, les Wang, sont éligibles au repêchage de la LNH. Puis ça, je pense que c'est une très forte cuvée. Sincèrement, ça se peut que ça soit la meilleure depuis, bon, je veux pas donner d'année, là, mais ça, tu sais, mettons, Lafrenière, c'était comme le dernier gros nom québécois à être repêché. Là, je pense que l'année prochaine, Guité pourrait quand même soulever beaucoup d'attention. Mais bon, ça va être intéressant de suivre qu'est-ce qui va se passer. Là. On n'a pas eu vraiment de nouvelles sur qui allait prendre le flambeau de Thibault. Là, il y a eu le Québec féminin qui s'est créé. Donc, ça va être intéressant de voir ce qui suit. Puis, je veux juste finir avec une vraie question pour un coach, là, parce que c'est vraiment un gros débat en ce moment avec le Canadien de Montréal. Là, puis je veux savoir, qu'est-ce que tu penses du man-to-man? Ben, tu sais, c'est une question systématique, là. Ça dépend comment c'est enseigné. Moi, je pense que je dis toujours aux joueurs, c'est peu importe la façon que le coach va décider de jouer, c'est pas tant la façon que l'entraîneur décide de jouer, c'est comment les joueurs vont y adhérer puis l'appliquer. Fait que, tu sais, tous les plans sont bons, là, que ce soit OK. des zones man-to-man ou hybride où on joue dans notre zone, puis l'autre c'est un triangle, puis l'autre c'est sag en arrière. Tu sais, peu importe les termes utilisés, c'est si les joueurs le font de la bonne façon, tout le monde en même temps, puis qui y croit, je pense que c'est cet état d'esprit-là qui est le plus important que la structure elle-même. Ouais. Puis c'est ce que j'essaie de dire à nos joueurs parce que on peut avoir le meilleur plan de match puis le meilleur système, là, mais si les joueurs ne le comprennent pas ou ils veulent pas le faire ou peu importe la raison, ben tu sais, ça fonctionnera pas. Là. Fait que, le man-to-man ou si le Canadien décide de jouer ça comme ça prend les joueurs, ça prend l'état d'esprit que tout le monde est sur la même page au même moment. Fait qu'en gros, si je comprends bien, là, c'est faut qu'ils amènent leur game dans ta game, dans la game de l'entraîneur. Il faut que les joueurs amènent leur game, mais dans le game de l'entraîneur pour qu'on fonctionne. C'est un peu que Selon si on parle l'entraîneur-chef actuel d'entraîneur, du là. Canadien, c'est ça. C'est parfait. OK, ben merci beaucoup, Sean. Je vais te retourner au gars pour la fin de l'épisode. Sur ça, à tout le monde qui écoute en ce moment, bonne soirée et on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye bye. Bye. Yes, t'avais-tu trouvé finalement mise en échec une anecdote que t'aurais à nous rencontrer? Ben, tu sais, je sais pas quel type, là. J'en ai déjà donné une couple, là. Ouais. Mais j'avais Ou une peut-être pensé à. superstition? Tu m'avais écrit superstition, mais là, Ouais. tu sais, là, je peux partir, moi, pour un autre 20 minutes, là. Regarde, tu sais, là, moi, quand je parle, puis ça arrête jamais. Mais j'avais été. Moi, j'étais assez superstitieux quand même. Ok. Puis j'essaie de l'être moins. Parce que ça a comme honnêtement, ça a comme pas rapport. Mhm. Mais l'année passée, quand on avait été à Magog en série, on avait joué contre Gatineau, on avait gagné, on avait joué contre Saint-Eustache, on avait bien fait, perdu en prolongation. Puis après, on est allé jouer à Magog pour le match des séries de repêchage. Ok. Puis j'étais arrivé à Magog, puis j'avais oublié ma ceinture. Mais ma ceinture est comme la même couleur que mes souliers. Il faut que j'aille une ceinture de la même couleur que mes souliers. Puis, mais moi, je suis chanceux parce que à Magog, moi, ma conjointe, elle vient de Magog. Ok. C'est toute sa Mhm. famille vient de là-bas. Donc, j'ai été chanceux parce que son oncle, Daniel,
Mhm. Il y avait une ceinture d'à peu près de la même couleur que que mes souliers. Donc, il est venu me porter la ceinture au vestiaire pour que je puisse mettre la ceinture. La ceinture de la même couleur, puis ça a bien fait parce qu'on a gagné ce match-là. Mais je pense pas que ça a le rapport, mais ça a été ça pour ma superstition. Mais j'étais bien pire que ça avant, là. Quand j'étais joueur, côté superstition, tu sais, puis je vais pas jouer à un niveau professionnel, puis je vais pas jouer. Mais moi, je prenais ça au sérieux pareil. Tu sais, moi, je jouais au hockey, je jouais junior 3, puis je jouais cougar du collège Champlain, puis je voulais gagner la Coupe Napo. Puis moi, je Mhm. prenais ça au sérieux. Puis Puis je mangeais toujours avant chaque match, je mangeais des pâtes aux macaronis. Du macaroni aux tomates, là. C'est de la soupe tomate, là. Aylmer. OK. Fait que je mettais. Là, j'ai mangé ça pendant, à un moment donné, ça faisait 1 an, 2 ans, 3 ans, je mangeais ça. Puis là, je mangeais ça à la maison. Puis je mangeais ça, j'amenais ça aussi dans mon thermos dans le boss. Fait que là, je mangeais ça souvent à tabarouette. Puis là, à un moment donné, j'étais plus capable de manger ça. J'en avais plein mon casque. J'étais plus capable, je mangeais 5 bouchées, ça me donnait mal au cœur. Mais moi, par ma superstition, je voulais continuer de manger ça. Jusqu'au jour où que là, il a fallu que j'arrête là, parce que j'avais pas d'énergie dans mes games. Il a fallu que je commence à changer, mais ça allait continuer de bien aller. Fait que je dirais que c'est pas. Je me suis rendu compte que c'est pas des superstitions qui font. Mais si vous avez du temps, par exemple, je sais pas si vous avez du temps, là, Ah ouais, vas-y. Si t'as quelque chose à dire, vas-y. parce que tu sais, les superstitions, c'est pas. Ça change pas. C'est pas le fait que tu as ta ceinture qui fait que ça va bien aller. C'est pas ça. Mhm. Mais je crois pareil que c'est la préparation qui vient avec. Parce que, tu sais, il y a des journées quand je sais pas, tu sais, vous avez peut-être déjà joué au hockey, vous avez peut-être fait d'autres choses, peut-être vous êtes superstitieux pour autre chose, mais on dirait qu'il y a des journées que quand que tu te lèves, que tout va bien. T'as pas besoin d'y penser, puis que là, si ta superstition, c'est de shotter sur le poteau, tu prends le shot à la pointe le poteau, puis là, c'est ta superstition après, c'est de tourner dans le coin, puis faire une passe à un tel joueur, puis ça donne que tel joueur arrive au même moment, puis qu'après c'est dans le warm-up. Puis là, après, dans ton échauffement, il faut que tu mettes ton tape, faut que ton tape, tu l'aies ramassé à telle place, puis là, tu arrives, ça donne qu'il est là. Puis tu sais, on dirait que des fois, tu n'as pas besoin de penser, puis tu arrives, c'est comme si c'est là, là. Fait que là, tu dis, hey, aujourd'hui, ça va bien aller en tabarouette parce que tout marche. Tu sais? Mais en vrai, quand tu te mets à y réfléchir, quand ça va bien, quand tout arrive au bon moment, Mhm. c'est parce que tu es dans un état d'esprit pour que ça aille bien. T'es dans un état Ouais. d'esprit pour compétitionner. Puis l'exemple que j'ai, c'est au début de l'année, cette année, on a gagné après 8 matchs, on était 5 victoires, 2 défaites, une défaite en prolongation. Donc, on avait un bon début de saison. Puis Mm. on avait gagné les 5 matchs. On avait gagné 5 matchs de suite. On s'en va à Saint-Eustache. Puis je savais d'avance qu'il fallait pas qu'on prenne ça à la légère puis qu'on commence à se penser bon. Tu sais. Mhm. Puis là, si on commence à se penser bon, ça peut avoir un impact. Ça va avoir un impact naturellement sur les résultats. Puis, mais tu sais, il n'y a personne qui va se lever le matin en se disant, je pense bon, je vais commencer à tourner le coin rond, je vais commencer à. Puis on va gagner pareil. Il n'y a personne qui se dit ça Mhm. intentionnellement. C'est un état d'esprit. Puis l'état d'esprit, c'est quand on est parti ce jour-là, tu sais, on part ce matin-là, on joue vendredi soir à Saint-Eustache. On part le vendredi matin, je fais mon sac chez nous, j'arrive au bureau, je fais mon sac, monte l'autobus, je m'assieds dans le boss. Le boss part, là, je commence à défaire mon sac parce que j'amène toujours une power bar que je plug, dans le mur Mhm. d'autobus, pour pouvoir plugger mon ordi, mon cell, tout ça, pour pouvoir travailler dans l'autobus. Mhm. Mais là, j'ai pas amené ma power bar. Fait que là, j'ai oublié ma power bar. Fait que là, ça, c'est la première chose que j'ai oubliée. Fait que là, d'avance, Mhm. ça va pas bien, là. Parce que d'habitude, c'est pas une superstition comme telle, mais c'en est une pareille parce que j'amène toujours le même matériel. Puis là, je l'ai pas. Fait que là, je me dis, tabarouette, ça part mal. J'ouvre mon sac. J'avais oublié mes crayons pour écrire sur un tableau. Bon, ça va encore pas bien. J'arrive à l'hôtel. J'avais oublié ma ceinture. J'avais oublié ma ceinture, mes crayons,
j'avais oublié mon power bar. Fait que ça fait 3 choses que j'oublie. Fait que là, je me rends compte que, tabarouette, notre état d'esprit, si les joueurs sont dans le même état d'esprit que moi, on est dans le trou. Puis effectivement, cette fin de semaine-là, on a perdu 7-0 puis 6-0 back-to-back. Là. Pas compter un but au début de la saison, puis on était. Puis là, j'étais choqué après moi. Parce que je me suis dit, non, les superstitions, ils veulent rien dire. Mais si tu te prépares pas comme faut, puis tu y penses pas à tes superstitions, tes oublies, c'est parce que on n'est pas concentré, c'est les bonnes choses. Là, on est tombé concentré sur le résultat, puis on est bon. Puis j'ai tombé dans le même panneau que les autres, là. Je suis pas. Puis j'ai pris le blâme là-dessus parce que si j'ai oublié mon power bar, puis j'ai oublié ma ceinture, puis mes crayons, bien certainement que dans la semaine d'entraînement, j'ai certainement oublié quelques détails dans les entraînements. J'ai certainement oublié quelques affaires qui fait que l'équipe était peut-être pas nécessairement assez préparée. Puis ça a coûté une grosse fin de semaine. J'ai pris l'entièreté du blâme cette fin de semaine-là. Puis, mais tu sais, ça me permet de parler des superstitions comme quoi que c'est pas tant la superstition qui est importante. C'est si tu oublies ta superstition, c'est parce que ton état d'esprit pour préparer à compétitionner n'est peut-être pas à la bonne place. Voilà. Ouais, c'est très bon. Excellent, ça. Ça n'a pas tant rapport à la mise en échec, mais tu nous disais plutôt que tu venais de Val-d'Or. Est-ce que ça, tu y penses des fois? Ben, tu sais, je veux pas mettre les pieds dans les plats dans ce que je vais dire, là, mais finalement que les Foreurs, c'est une organisation que j'ai vue jouer quand j'étais jeune. J'ai vu les Sénèque Hyacinthe, les Simon Gamache, les Brandon Reed, Brad Marchand, Christopher Le Temps quand j'étais un petit peu plus vieux, mais quand même, je les ai regardés, ces les Coupes du Président à l'époque, puis les finales de Coupe du Président. Si un jour le téléphone sonne, je vais y penser. Mais oui, c'est sûr. Tu sais, quand un gars qui vient de l'Abitibi, des équipes de l'Abitibi, mes parents demeurent à Val-d'Or, à suivre. Mais pour l'instant, avec les Forestiers, je suis extrêmement bien traité. Puis j'ai la chance de faire du hockey pratiquement à temps plein avec tu sais, je suis aussi enseignant. Moi, j'ai un bac en éducation physique. Puis on n'a pas parlé, mais je suis extrêmement chanceux parce que mon horaire me permet. Tu sais, j'ai comme un horaire de prof, moi, puis ma période de hockey rentre. Le hockey rentre dans mon horaire d'enseignant. Yep. Puis quand je suis arrivé à Amos, je venais pas ici pour faire. Tu regardes, là, je suis encore en train d'élaborer. Là, Non, c'est bien correct. Non, c'est super bon. Mais j'ai été chanceux parce que quand je suis arrivé ici comme adjoint, à l'époque, c'était Jovette Kistabiche qui était, je ne sais pas si vous la connaissez, mais Jovette Kistabiche était responsable des familles d'accueil. Yeah. Puis était aussi directrice de l'école Miguane à Picogan. Donc, moi, quand je m'emmenais ici à Amos, je m'emmenais faire du hockey à temps plein. Et elle me dit, garde, Sean, dans ton horaire, moi, je peux te faire un horaire que si tu pratiques de telle heure à telle heure, tu as des games, tout ça, moi, on va te faire un horaire qui va concorder avec ton horaire de hockey. Fait que là, j'ai fait, bon, ben, OK, je vais y aller. Fait que, tu sais, j'ai commencé 1 an comme ça, dans des classes. Là, tu sais, j'étais même pas prof, j'étais pas prof d'éduc, là, puis, fait que, tu sais, dans des classes, puis ça concordait avec mon horaire. Fait que, tu sais, je finissais les pratiques, je rentre, puis je rentre, ça rentre, ça. Puis là, l'année suivante, il y a eu l'année de la COVID. Fait qu'il y avait plus de hockey. Fait que j'avais plus de temps. Tu sais, j'avais pas de temps de faire des. Tu sais, mon vidéo, il n'y avait pas de temps à part les games qu'on regardait le matin, là, il n'y avait pas de pre-scout à faire, il n'y avait pas de. Pour préparer les entraînements. Puis j'étais adjoint. Tu sais, c'était Guillaume qui était en chef, donc j'avais un peu plus de temps. Puis, fait que il y a un enseignant qui est tombé malade. Là, je suis tombé. J'ai remplacé un prof de maths l'année. Mais tu sais, moi, c'était clair pour moi. Tu sais, moi, j'arrive, la pratique, c'est 11 h. 10h30, 11 h, là, parce que la pratique, elle a fini, les gars s'en vont, tout ça. C'est 10h30, 11 h. Puis après ça, ben, regarde, je peux le faire. Fait que là, j'ai remplacé un prof de maths toute l'année. Puis de fil en aiguille, ça a comme resté comme ça. Puis là, vois-tu, je suis prof à l'école, puis j'ai un horaire de hockey qui me le permet. Puis quand on a des matchs
l'école fait qu'on s'arrange. Il y a des profs à l'école qui sont extraordinaires, des jeunes qui sont extraordinaires aussi. C'est des petits groupes. Puis ça me permet de faire un peu les deux. Puis ça permet, tu sais, ça permet d'augmenter le salaire. Si ça fonctionne plus dans le hockey, j'ai d'autres choses. Ça, tu sais, puis ça me fait pas faire un autre, tu sais, j'ai pas un autre job en plus, là. Tu sais, j'ai pas besoin de travailler le soir ou travailler à la mine ou travailler. Tu sais, je peux faire ce que j'ai à faire au hockey, à l'école, tout ça. Je sais pas pourquoi on s'est mis à parler de ça, mais en tout cas. C'est bien parfait. Non, c'est bon de même, parce qu'en plus, j'allais dire, j'ai l'impression quasiment, c'est un must être prof en éducation physique, parce qu'en Abitibi, je trouve qu'il y en a beaucoup, tu sais, comme, c'est quoi son nom, Guillaume Chicoine, qui est maintenant aussi avec les Foreurs, mais coach aussi les Filons, puis lui, il est prof d'éduc à Malartic, puis l'autre, je ne me souviens plus de son nom, là. En tout cas, tous les anciens des forestiers, c'est quasiment tout ça aussi. Mais est-ce que le professeur, pendant tes profs d'éduc, c'est ça que tu dis? Ouais, ben là, moi, je suis dans une classe, là. Je suis même pas prof d'éduc, c'est vraiment de fil en aiguille, là. Je suis d'une classe, puis j'adore ça. OK, là, tu es dans une classe. Est-ce que le prof qui est en train d'enseigner pense quand même à son plan de match, à ses gars, à comment ils vont jouer? Ben oui, c'est bien sûr. Tu sais, le hockey, c'est du temps plein. Puis moi, je suis extrêmement chanceux de pouvoir le faire comme ça, mais ce serait utopique de penser qu'on pense pas à ça dans la journée. Puis tu sais, Jovette qui s'abiche, là, que si elle l'écoute, là, elle a été responsable des familles d'accueil pendant je sais pas le nombre d'années. Donc, elle a été dans l'organisation des forestiers sur le conseil d'administration, je sais pas combien de temps. Puis son père à Jovette, il vient voir les matchs, puis ils ont toujours été impliqués à l'aréna. Puis fait elle sait c'est quoi là, l'implication. Elle sait qu'est-ce que ça implique, elle sait les émotions, tu sais, la pression qui vient avec, tout ça. Puis quand elle a dit viens avec nous autres à l'école, ben elle savait tout ça à la base. Puis moi, à l'inverse, ben, tu sais, je fais l'effort d'être là, puis je fais l'effort de faire ce qu'ils ont besoin. Tu sais, des enseignants, il y en a pas à tonnes non plus là, aujourd'hui. Il y a le manque de main-d'œuvre partout. Donc, c'est une façon de contribuer. Puis, je pense que c'est important c'est une job qui est importante, qui est peut-être même plus importante que de coacher, là. Ces jeunes-là, peu importe le niveau, peu importe l'âge, peu importe l'école, c'est des jeunes qui vont devenir les adultes de demain. Fait que, tu sais, coacher du midget 3, c'est une job, mais je pense que tu sais, les enseignants, je pense que c'est une job qui est passablement importante, là. Donc, ça permet de mettre notre grain de sel dans le. Puis en plus, ça permet de connaître une culture aussi avec la Picogan, avec les Anishinaabe. Puis non, j'ai été extrêmement choyé de tomber vraiment, vraiment sous une bonne étoile quand je suis arrivé à Amos. Est-ce que t'enseignes à tes gars ou t'es dans un niveau académique différent? Non, c'est des jeunes du primaire. OK. Ok, c'est bon. Fait qu'on va passer au tir de barrage. Des questions à rafale. OK, tir de barrage, on a une couple de questions à rafale pour toi. Vas-y, je vous regarde, là, ça me divertit en même temps parce que, tu sais, là, ça change, là, puis là, je vous vois jouer sur la glace à Val d'Or, au centre, avec Nico Eagles. Ouais. J'avais pas T'as l'air d'avoir du fun. parce que sinon il scorerait pas. Parce que là, c'est ça. Mon stock de goaler, je suis plus courageux. Je m'aurais pas tassé de même, mais là, j'avais peur pour mes pattes parce que. C'est ça. Pourtant, j'ai pas le meilleur shot, là, mais c'est pas grave. Ouais, mais justement, la shot, tu sais pas où la placer. Non, c'est ça. Non, j'ai vu ça en plein milieu. OK. Un entraîneur exemplaire pour toi. Un nom? Un entraîneur exemplaire pour toi. Mais tu veux un nom d'entraîneur. Ouais. Ben moi, je l'ai dit tantôt, je vais vous décevoir, là, mais pour moi, le meilleur coach au Québec, c'est Dominique Desmarais. Sherbrooke. C'est correct, ça. D'après toi, qui va gagner la Coupe Stanley? Bonne question. J'aimerais que ce soit les Hurricanes de la Caroline. OK. OK. Un joueur que tu aimes regarder au niveau professionnel, Ligue nationale. Sidney Crosby. En tant qu'entraîneur, t'aimes-tu mieux un joueur two-way ou un attaquant de puissance?
Je sais pas si c'est un two-way ou de puissance, là, mais les joueurs qui respectent les détails du jeu. C'est ça que j'aime le plus. Ok. Là, je sais que tu vas probablement me répondre que les deux sont importants, mais est-ce que tu mieux élaborer une stratégie power play ou une stratégie penalty kill? Moi, personnellement, des avantages numériques. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Je cherchais le mot en français. Merci. Okay. Foursome de golf, avec quelle célébrité serais-tu? Eh là là. Sébastien Gadouri, Ah! Mathias Bourque, Émile Desjardins. C'est bon. Ton plus grand rêve? Coaché de la Ligue nationale. C'est bon, ça. Que dirais-tu à toi qui commence comme assistant-entraîneur avec Trioli? Répète ça, excuse-moi. C'est quoi tu dirais à toi quand tu as commencé comme assistant-entraîneur? Relax. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Championnat de la Coupe Jimmy Ferrari l'an prochain. C'est certain qu'on vous le souhaite. Ça, on vous le souhaite, ça c'est sûr. Puis, merci d'être venu au podcast. C'était très intéressant. On va te souhaiter une bonne soirée. J'espère que c'était pas trop long, mais en tout cas. Non, c'est bien parfait. C'était parfait. C'était parfait. Merci beaucoup. Merci à vous autres. Merci. Bye. Merci, bye. Salut. Ah, ben ouais, ça a été bon. Ça a été. Il parle beaucoup. Très Beaucoup, intéressant. mais c'est ça qu'il faut. Un podcast, Ouais. c'est supposé partir de tous les bords, de tous côtés. Puis, mais tu sais, là, on reste un podcast d'hockey. Fait que, tu sais, de tous les sujets d'hockey possibles, c'est ça que je veux dire. Là, c'est Ouais. bon de même. Puis c'est ça qu'il faut. C'est le genre de podcast qu'on veut. Puis, Ouais. écoute, c'est ça. Yes. Fait qu'on va rentrer. Le ref, il est prêt à nous parler. Fait que là, le joueur, quand il est arrivé, là, il a mis son stick en dessous. Ben oui, son bâton, il l'a poussé ce gars-là. Il l'avait, la porte. Salut, ref. Hey, salut les boys, comment ça va? Ça va bien, toi? Ah, Ça va très bien, ça va très bien. Je vais juste enlever ça parce que là, c'est ça, je l'explique rapidement, c'est pas mon portable, c'est pas mon casque d'écoute, fait que c'est ça, là, je m'entendais en stéréo, fait que ça allait pas bien. Bon, bref, hey, en temps normal, depuis une couple de semaines, mais je parle toujours de Connor McDavid parce qu'il arrive à 100 passes, mais là, Connor McDavid, il est blessé. Sauf que il y a de quoi que j'ai pas vu venir. Merci Seb d'avoir mis la photo. Il y a de quoi que j'ai pas vu venir, c'est Nikita Kucherov. Hey, Kucherov, il est rendu à 98. Il reste 2 matchs. Fait que là, écoute, on parlait de McDavid qui pourrait devenir seulement le 4e joueur de la Ligue nationale à avoir 100 passes dans une saison. Surprise, si McDavid revient pour un match, au moins, cette saison, qui fait une passe. Puis Kucherov, lui, qui en fait 2 autres, ben, on pourrait en avoir 2 dans la même année. Écoute, il y en a eu 3 à date dans toute l'histoire de la Ligue, puis là, ben, il pourrait en avoir juste 2. 2, je veux dire, cette année, dès cette saison. Fait qu'on serait rendu à 5. Kucherov, qui serait le premier joueur non canadien à réussir l'exploit. Bon, on a beau pas l'aimer parce que à cause de ce qu'il a fait au All-Star Game, sauf que n'empêche que c'est tout un joueur de hockey. Fait que là, pour une fois que sur le podcast, on va parler pour lui de d'autres choses que c'est sous-marin Cousineau. Fait que Seb, si tu peux me partir la vidéo là, de Zone Fan de la JMQ, j'aimerais bien ça, s'il te plaît. Merci beaucoup. Fait que, qu'est-ce qui s'est passé de bon dans les arénas de la LHJMQ cette semaine, pardon? Écoute, c'est le début de la 2e ronde. L'équipe de Sur la Bande s'est prête au jeu d'un challenge d'un fan, on va dire ça comme ça, qui nous a demandé de faire des prédictions. Fait que là, je veux juste dire à tous ceux qui ont envoyé un peu de merde à Jules, bon, Vous avez raison. Lui, mettons. Mais il a dit Phoenix, c'est juste parce qu'il voulait pas que tout le monde soit pareil.
Bon, c'est ça. Parce que Jules connaît très bien son hockey. C'est une très bonne tête. OK? Il a dit Phoenix parce qu'il ne voulait pas que tout le monde se dise pareil. Bon. Sauf que, les gars, aujourd'hui, on est lundi. Il y a déjà 2 matchs partout de jouer. Je veux juste vous mentionner que dans la série Victoriaville, Rouyn-Noranda, ben, je suis le seul, Steve, qui a dit Victoriaville. Puis là, ben, pour le moment, il mène 2-0. Mon gros point, c'est la prochaine photo. Yes, Mr. Nathan Darvaux, écoute, il est juste exceptionnel en série. Il a toujours été hâte contre les Huskies, mais Zach en a parlé plus tôt dans le podcast. Nathan Darvaux qui a fait 48 arrêts sur 51 lancés dans le match de vendredi soir. Fait que tout un fait d'armes pour le jeune gardien de Rouyn-Noranda. On passe au segment, pas zone fan, on vient juste de le faire, ça. The You Can Do That moment de la semaine, s'il vous plaît. You Can Do That. Bon, écoute, c'est pas vraiment un moment You Can Do That parce qu'ils ont le droit de le faire. Sauf que, miraculeusement, Mark Stone, qui a été blessé toute l'année, va être prêt pour les séries. Fait que là, ça fait que Vegas vont avoir à peu près 9 millions au-dessus du cap. Ils ont le droit de le faire, mais honnêtement, c'est une stratégie qui fait grincer des dents. Bon, c'est Tampa Bay les premiers qui l'ont fait avec Kucherov là, 2 ans, l'année qu'ils ont battu les Canadiens en finale. Vegas, ben, ça fait 2 ans qu'ils le font avec Mark Stone. Fait que ça devient un peu redondant, mais écoute, qu'est-ce que tu veux? Quand il y a des failles dans un système, ben aussi bien en profiter. Fait que tout ça pour ça, les boys, on est rendu. Pardon? Déménagement des Coyotes qui s'en vient bientôt. C'est une annonce cette semaine. Ouais, ben écoute, c'est sûr qu'il n'y a pas de confirmation officielle, mais ça devrait. Donc, les Coyotes qui vont déménager à Salt Lake City. Le nom d'équipe ou des trucs comme ça, ben on ne sait pas encore. Mais je pense que Salt Lake City, ça pourrait être bon. Écoute, il y a eu des Olympiques d'hiver là-bas. Il y a une bonne culture de hockey. Fait que on verra ce que ça va faire. C'est dans quel état, ça? Fait que sur ça, les boys, merci et bonne soirée. Hey, Claude. Oui. Je te pose une question. Dans l'Utah. Quoi? C'est dans quel état? Dans l'Utah? Dans l'Utah. OK. Ouais. Bon, merci, Ça Bref. va rester dans l'Ouest. Ouais, Merci, Bref. Merci, salut. Il y avait, Yes. il y avait un petit... Et on s'est remis en même temps. Oh. Il y avait un petit peu de reverb, mais c'est ça, c'est la mauvaise surprise. D'habitude, il le fait avec son portable de travail, son portable de travail qui est au travail. Puis il ne pouvait pas aller chercher un dimanche. Fait que c'est ça. Il a fait avec ce qu'il pouvait. On le remercie. Puis c'est pour ça qu'il y a eu des petites erreurs comme là, des petits. Le segment Jules, on est encore là. C'est parce que le portable qu'il utilise, il n'est pas bon. Ouais. Ne manquez pas cette semaine dans le 1000 mardi avec Jules et Renaud. Ils vont parler de l'arrivée de Lane Hudson avec le Canadien. Il devrait jouer son premier match demain avec le CH. Il est arrivé aujourd'hui à Détroit. J'ai vu des photos de lui. Pour les 3 étoiles de la semaine, la première revient à Nicolas Mercier. La deuxième, Sylvain Plamondon. Et la troisième, notre chroniqueur du Rocket de Laval, Jean-Philippe Gilbert. Félicitations les boys. Pour le podcast. Le Rocket, leur saison est finie finalement? Non, il y a encore. Je sais pas si je joue aujourd'hui. Non, mais je veux dire, c'est-tu possible ou c'est pas possible les séries? C'est possible. C'est comme les Lions, là, c'est comme serré dans le classement aussi. On va savoir à la fin, d'après moi. Ouais. Lundi, la semaine prochaine, on reçoit le gardien de but des Olympiques, Zach Pelletier. Gardien qui est disponible au repêchage de 2000, cette année au repêchage. Il est 7e gardien en Amérique du Nord sur le classement. Fait ça va être très intéressant. Et dans 2 semaines, on va recevoir un ancien qu'on a reçu, Elliot Ogonoski. Ça compte toutes les NCAA en Amérique du Nord, c'est ça? Okay. Ouais. Le 7e, il ne doit pas en avoir bien de la LHMQ en haut de lui. Sérieusement, je peux aller voir. C'est-tu l'année à Daigle? Non, Daigle, c'est l'année prochaine. OK. On va aller voir juste vite fait, là. Ça sera pas bien long, je t'aiderai dessus. Zach Pelletier. Puis c'est ça, c'est un des nombreux qui vont se faire repêcher cette année, qu'on a eu reçu au podcast.
Sinon, comme tu l'as dit, un qu'on a déjà reçu étant ancien forestier, c'était Elliot Ogoneski. On le reçoit maintenant après une saison complète LHJMQ, sa première, si je ne me trompe pas. Ouais, sa première complète. Saison complète LHJMQ avec l'Armada. Quelqu'un on a vu beaucoup en série. Il a fait des trucs importants. Ah ouais. Malheureusement, qui ont perdu, mais il a fait des 2 buts importants, si je me souviens bien. Ouais, 2 buts en prolongation. Non, un but en prolongation ou qui donnait l'avantage de quoi de même. Là, mais... Bref, la dernière fois qu'on y a parlé, il appartenait à l'Olympique de Gatineau, justement. On va pouvoir parler de son échange. On va pouvoir. Puis, j'ai la il confirmation. avait déjà été échangé? Ouais, contre Gendron, Alexis Gendron qui s'en est à Gatineau. Ok, mais ouais, quand on l'a rencontré, il avait déjà été échangé, c'est ça? Non, il appartenait à Gatineau. Il a été échangé, je pense, un mois après. On va pouvoir y parler de ton échange. Et ça, Zach Pelletier est le premier gardien de la GMQ. Sur la liste, il y a aussi Saint-Hilaire de Sherbrooke. Puis Keegan Warren, je pense que c'est de Moncton, lui, je me trompe pas. Ouais, Zach, pour l'avoir écouté en première ronde contre les Skis, Zach Pelletier, il avait été. Il y a des games qui ont échappé, ça arrive à tout le monde, mais il y en a qui auraient pu finir bien pire que ça. Ouais, c'est ça. Fait que merci d'avoir écouté quasiment 2 heures de podcast. Sinon, mais pour ceux qui ont écouté jusqu'à la fin, merci encore. N'oubliez pas de vous abonner. Puis on se dit à lundi prochain. Salut!